Nous sommes tous nos propres chefs d'entreprise, en fait. J'ai dû faire au moins une centaine de fois le tour de la Terre, je pense. Ta notoriété, c'est toi qui l'as construit. Je mets autant de cœur auprès de mes clients pour qui je vais vendre un studio qu'une grosse maison. Si le client que j'ai en face de moi ne correspond pas à mes valeurs, je ne travaillerai pas avec. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Inside Pro, les voix du business pays, dont je suis l'hôte de cette émission. Donc très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je rappelle rapidement le concept de l'émission. C'est tout simplement d'inviter des entrepreneurs sur le territoire réunionnais et de comprendre un peu ce qu'ils font, leur marché, etc. Comment évolue en fait tout ça. C'est super important pour moi en fait de vous décrire tout ça via ce format podcast. Donc aujourd'hui, avant d'introduire mon invité, tu m'excuseras, je veux juste faire un petit point sur les partenaires de l'émission. Donc un grand merci du coup à Trapèze Studio pour le lieu de tournage. Trapèze Studio, donc c'est un lieu de tournage pour vous pouvez tourner effectivement des podcasts comme je le fais ici. Vous pouvez aussi tourner vos propres vidéos pour votre propre communication aux réseaux sociaux par exemple, ou vos vidéos de vente si vous avez des landing pages. Deuxième partenaire de l'émission actuellement, c'est Novacom Agency, une agence de communication sur l'île de la Réunion. Vous allez pouvoir créer des sites internet, gestionnaire de vos réseaux sociaux, créer des publicités, des campagnes, etc. et bien d'autres. Vraiment une agence de communication comme vous la connaissez. Donc vous avez tous les liens en description, tout ce qu'il vous faut pour contacter tout ce beau monde. Et donc voilà, merci d'avoir patienté le temps que je fasse ma petite intro. Tu sais, maintenant j'ai les sponsors et tout. Donc du coup, je t'invite à te présenter, Cyril. Bonjour Marc. Salut. Merci de m'avoir invité. Je suis Cyril Cochot, je suis mandataire en immobilier à La Réunion depuis 9 ans. Je suis sur le nord de l'île, donc je suis ravi de descendre dans le sud, pour découvrir d'autres paysages. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui en ta compagnie. Super, très content. C'est vrai que quand on avait échangé, tu disais pourquoi tu m'emmènes aussi loin, mais au moins exactement. Ça t'a permis de rencontrer d'autres on peut le dire, tu as rencontré Youn juste avant, etc., qui est connu sur la sphère aussi. Ouais. Donc tu vois, ça voilà. Faut en profiter de ces moments-là. Et puis tu sais, le podcast, pourquoi j'ai voulu le lancer, c'était tout simplement pour prendre le temps avec les gens aussi, tu vois. Prendre le temps avec eux, donc on est vraiment dans un échange, quoi. C'est vrai qu'on prépare des scripts à l'avance, etc., pour pas être perdu. Vous voyez, je suis avec mon téléphone et tout, mais en vrai, le but, c'est vraiment d'échanger. On parle beaucoup en off aussi, pour déterminer tout ça, mais tu vois, j'essaie des fois de contenir mes questions pour que tout se passe bien au niveau du podcast. Donc vous avez compris, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Donc je le rappelle aussi, vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube pour le côté vidéo et sur les plateformes audio comme Spotify, SoundCloud, etc. Je pense que j'en mettrai dans beaucoup de plateformes. Vous allez avoir tous les liens qu'il vous faut. Vous allez pouvoir aussi voir des petits formats Reels sur Instagram et TikTok. Donc pareil, tous les liens seront en description. Donc merci à ceux qui nous suivent. C'est vrai que je prends pas le temps de me présenter à chaque fois, tu sais. Je démarre et puis je présente direct, comme si tout le monde me connaît, mais pas forcément. En fait. Pas forcément. Le podcast est voué justement à être connu par plein de monde. Donc je prends le temps aussi de me présenter. Donc Marc Attion, conseiller et formateur en marketing digital, du coup sur l'île pour l'instant. Mais effectivement, si vous me connaissez d'outre-mer ou ailleurs, le distanciel avec le digital maintenant, c'est du classique. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, moi je suis dans le domaine du marketing digital, et puis spécialement assez spécialisé dans les stratégies publicitaires aussi en ligne sur Meta, Google, et puis aussi je fais aussi du programmatique pour ceux qui savent ce que c'est. Donc voilà, bon ça c'est une présentation assez rapide parce que le podcast n'est pas voué à me mettre forcément en lumière. C'est vraiment les gens que j'invite qui sont là pour briller comme on dit. Après il y en a qui sont à l'aise avec ça ou d'autres. Je pense que toi, c'est pas forcément ton but, mais je veux dire, ça peut être intéressant de parler en tout cas de ton métier, tu vois. Je suis toujours partant pour parler de mon métier, de le mettre en avant, de faire tomber certaines idées reçues. Mon métier a un rôle essentiel, mais un peu méconnu quand même, avec des préjugés. Donc c'est très important. C'est pour ça le but, tu vois. Moi, justement, je fais exprès de pas faire trop de recherches parce que je garde cet esprit préjugé, cet esprit machin. Comme ça, je peux te challenger un petit peu pendant l'émission. Et toi, tu pourras débunker un peu tout ça. C'est vraiment l'intérêt de l'émission. Alors c'est vrai qu'on a vu pas mal de sujets auparavant qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais, mais pourquoi j'ai pensé à l'immobilier ? Parce que, comme tu dis, c'est quand même un sujet qui en fait impacte tout le monde à un moment donné dans notre vie. Donc du coup c'est important. Et puis surtout comprendre aussi d'un point de vue entrepreneur, parce que tout le monde connaît les agences immobilières, mais toi tu fonctionnes différemment. Donc on va essayer de le comprendre. Du coup, voilà, ma toute première question, elle est très simple.
c'est vraiment qu'est-ce qui t'a poussé vers ce métier de mandataire? Est-ce que tu as toujours fait ça? Tu dis que ça fait 9 ans. Ça m'étonnerait que ça fasse 9 ans que tu travailles. Donc voilà. Donc, Non. donc c'est Mais c'est gentil, sinon ça serait flatteur Ouais. de croire que je sois plus jeune que ça. Pour faire rapidement ma biographie, j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. J'ai été steward pendant 20 ans. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, c'était mon ancienne vie professionnelle qui m'aide beaucoup d'ailleurs dans mon métier au quotidien. Ah oui, tu expliqueras pourquoi. Ouais. Et à 40 ans, changement de cap, d'envie, d'horizon professionnel. J'habitais déjà sur l'île et j'avais envie de faire autre chose, de voir autre chose, de donner un second souffle, si tu veux, à ma carrière professionnelle. J'ai pris une année sabbatique et une amie avait son agence immobilière à Saint-Denis, m'a proposé de venir. Donc c'était pas du tout une envie de ta part, c'était pas du tout. fait. Pas du tout. Le métier de steward est un métier commercial, au-delà de l'aspect sécuritaire, mais c'est un métier commercial et je voulais retrouver ce principe-là du côté commercial en fait, en n'ayant pas de contraintes de planning, d'agenda, de compte à rendre. On en a dans les avions bien sûr, mais je voulais avoir cette liberté-là, si tu veux, de pouvoir travailler librement. Et donc j'ai travaillé en agence pendant 1 an et au bout d'1 an je me suis rendu compte qu'effectivement c'était le métier qu'il me fallait et donc j'ai démarré ma reconversion après. J'ai arrêté l'aérien et ça fera 10 ans l'année prochaine puisque j'approche les 50 ans l'année prochaine. Donc il y a 10 ans t'étais tout quitté. Il y a 10 ans j'ai posé mon uniforme et au lieu de transporter les passagers, maintenant je les aide à s'installer. Voilà. Et du coup t'as combien d'heures de vol là? Combien d'heures de vol? Beaucoup. J'ai dû faire au moins une centaine de fois le tour de la Terre, je pense. Déjà. Donc aujourd'hui, c'est plus les tours de la Terre, c'est les kilomètres. En voiture, j'en parcours beaucoup avec le travail. C'est différent. Mais il y a quand même des similitudes. Tu vois, il y a quand même des similitudes. Un cockpit, quoi. C'est ça. Je t'ai vu arriver en voiture électrique et tout, il y a le cockpit. C'est ça. Non, mais du coup, c'est super intéressant. Je pense pas avoir prévu ça, donc anticiper ça. Donc ça peut être cool de le voir en deuxième partie d'émission. Donc je le rappelle pour ceux qui nous écoutent et nous voient, je pense que vous avez commencé à plus ou moins prendre l'habitude, où on fait une première partie où on découvre un petit peu le métier, etc. On découvre aussi l'invité. On fait un petit mini-jeu rapide. Alors n'hésitez pas aussi en commentaire sur YouTube ou Instagram ou autre de me proposer des idées, parce que c'est vrai que pour l'instant, on va pas se mentir, je renouvelle pas les idées. Donc c'est toujours un peu les mêmes jeux, mais je trouve qu'ils sont assez variés parce que le sujet et la personne est toujours différente. Donc au final, on se retrouve quand même avec tu peux varier d'une question à une autre après d'ailleurs en fonction de la réponse. C'est vrai, au final, ouais. après ça peut m'apporter des informations sur la suite. Donc voilà. Donc ça c'est important. N'hésitez pas en tout cas à me donner. Ce que je veux dire, c'est n'hésitez pas à me faire des retours. Je serais tout à fait apte à les entendre et ça me ferait même plaisir de voir qu'il y a un intérêt aussi derrière pour que je puisse me progresser. Du coup, comme on s'était dit aussi en off, on va en parler rapidement. Donc par rapport à ton métier de mandataire, tu peux pas te lancer comme ça non plus. Non. Donc qu'est-ce que tu dois préparer? Donc là, s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent soit refaire comme toi, c'est-à-dire une reconversion, ou alors qui veulent tout simplement après les études se balancer dessus, etc. Essayer de comprendre comment on peut être mandataire immobilier aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une spécificité entre le territoire métropolitain ou francophone international et réunionnais, ou pas particulièrement, c'est les mêmes démarches? Alors déjà, juste sur l'aspect technique par rapport au métier, je suis mandataire en immobilier donc pour le réseau IAD France. Mandataire en immobilier, c'est commercial en immobilier, négociateur en immobilier. Quand je travaillais en agence immobilière, j'avais le même statut, sauf que j'étais salarié. Donc en tant que mandataire en immobilier, celui ou celle qui veut se lancer, la première chose, c'est qu'il ou elle sera indépendant, de toute façon. Tu es rattaché à un réseau, car c'est grâce à ce réseau. On a un numéro de SIRET, tout à fait. Ouais, tu es déclaré au tribunal de commerce, tu as un CABIS, un numéro de SIRET, mais tu es complètement indépendant. Donc tu es rattaché à un réseau qui lui détient la carte qui te permet, toi, de travailler, d'accord. Tu obtiens une carte auprès de la chambre de commerce et d'industrie de la région où tu dépends, qui est ce qu'on appelle la carte blanche, en fait, notre attestation d'habilitation. Et donc, nous travaillons pour le compte du réseau, mais en tant qu'indépendant. Nous sommes tous nos propres chefs d'entreprise. Et tout ça, c'est payant? Il y a un petit billet d'entrée? Comment ça se passe? Alors, je vais faire un comparatif entre une agence immobilière et un indépendant. Une agence immobilière a des frais fixes, donc les frais de locaux, les frais de vitrine, les frais de salariés et les frais de fonctionnement au quotidien. L'utilisation d'un logiciel pour la diffusion des annonces, les documents juridiques et officiels, les mandats de vente et autres documents. Ce coût est très, très important en agence immobilière. Quand tu
tu es rattaché à un réseau de mandataires, tous les mois, nous payons une cotisation qui nous permet d'avoir accès à un outil qui nous permet justement de piloter toute notre entreprise. En plus de cet outil-là, on a un gestionnaire qui nous est dédié en back-office au siège à Paris, plus l'assistance juridique également. Et en même temps, cette cotisation nous permet de pouvoir diffuser également toutes nos annonces sur toutes les plateformes de tous les sites immobiliers avec lesquels on travaille. Voilà. Ça marche. Ok, ouais, c'est très précis. Du coup, effectivement, c'est un réseau qui te permet d'avoir accès à des informations comme une agence finalement. On est notre propre agence. En fait, quand tu es mandataire indépendant en immobilier, tu travailles pour le compte d'un réseau. Alors, je tiens à préciser, c'est que ce réseau-là ne nous demande pas de rendre des comptes. On n'a pas une obligation de chiffre d'affaires, de rentrée de mandat. C'est-à-dire que si à un moment donné, je sais pas, tu pars en vacances pendant un mois, ils vont pas t'embêter parce que tu n'as pas rentré d'argent. Exactement. On est notre propre chef d'entreprise. Nous pilotons notre propre entreprise. Le réseau nous amène les outils et la notoriété. Et à nous de développer après derrière notre image de marque, notre façon de faire en fait. Ouais, donc c'est-à-dire que tu as les mêmes missions qu'une agence, mais finalement le fait d'être indépendant, mais c'est le sujet un peu du podcast, c'est l'essence même de ce podcast au niveau de Inside Pro, donc à l'intérieur des professionnels, c'est vraiment de comprendre ce côté effectivement. Tu es libre de faire c'est la liberté. C'est ce choix que j'ai fait justement quand j'ai quitté l'agence où je travaillais, c'était d'être mon propre patron. C'est-à-dire que ce que je voulais dire aussi par là, c'est que tu choisis ta propre cible, tu choisis les biens que tu veux vendre. Il n'y a pas de structure donnée obligatoirement par le réseau IAD qui t'oblige à cibler tel ou type de personnes, etc. Tu choisis en fait les clients avec qui tu veux travailler. Tu es le secteur aussi. Alors après, dans une question de logique, quand tu habites dans le nord, travailler dans le sud, ça va être compliqué. On comprend en termes de route et d'embouteillage. Moi, je suis dans le nord. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le métier. Je maîtrise le secteur nord, est et ouest aussi. Le secteur sud, je ne le maîtrise pas. Donc, je n'irai pas travailler sur ce secteur-là, tu vois. Oui, parce que du coup, tu perds en efficience. Exactement. Et puis en crédibilité aussi. La crédibilité, quand tu travailles pour le compte d'une agence immobilière, tu es estampillé agence immobilière. Donc tu es en retrait si tu veux de l'agence immobilière. Tu représentes l'agence, mais c'est l'agence qui fait la notoriété. Oui, là, on ne sait pas qui y a derrière. Exactement. Sauf que là, ta notoriété, c'est toi qui l'as construit. C'est ton nom et ton prénom. Exactement. Donc ton image de marque peut être écornée si c'est un bon sujet aussi, c'est vrai, effectivement. C'est vrai que tu fais bien de le mentionner. C'est vrai qu'il y a une image de marque à donner. C'est-à-dire que tu es mandataire pendant l'immobilier, mais contrairement à une agence, effectivement, tu dois garder une image de marque, Cyril Cochot, qui doit être propre à toi. Et du coup, effectivement, ça passe aussi par des choix stratégiques. Des choix stratégiques financiers, de communication également, de positionnement aussi, en gardant toujours la même base en fait du métier. De toute façon, le client avant tout, mais chaque commercial, chaque mandataire, chaque indépendant est complètement différent. Un client qui va venir travailler avec moi ne sera peut-être pas à même de travailler avec un autre collègue du réseau et vice-versa aussi. On a ce choix-là et c'est un vrai luxe que moi j'ai voulu m'offrir, c'est de pouvoir piloter ma propre entreprise, de choisir les gens avec qui je veux travailler, de fixer mon propre emploi du temps. Si je veux pas travailler le lundi, le mardi, je ne travaille pas le lundi et le mardi. Par contre, si tu ne travailles pas, tu sais bien que le chiffre d'affaires après derrière est impacté. Mais c'est toi qui pilotes ta propre activité en fait, tout en gardant quand même en mémoire que le métier est bien présent. C'est ça, tu vois, ça on peut en parler parce que du coup, tu vis, comme tu dis, on vit tous la même chose en tant qu'entrepreneur. J'ai fait un post LinkedIn il n'y a pas très longtemps, là, à l'heure où on enregistre, pas forcément à l'heure de diffusion. Mais là, à l'heure où on enregistre, j'ai fait un post sur le fait que voilà, nous, en tant qu'indépendants, en fait, on est obligé de passer par la case prospection. Et en fait, quand on passe par la case prospection, alors des fois, il y en a qui s'y prennent bien ou mal, c'est une autre question. Mais c'est vrai que parfois, on peut se retrouver face à des gens qui, comme si, par exemple, c'est comme si on était des opérateurs téléphoniques qui viennent les embêter avec des nouvelles offres et qui nous envoient un peu et du coup c'est vrai que c'est un peu embêtant, ça peut démoraliser, mais en soi il faut comprendre aussi on a besoin de vivre en fait derrière. Et c'est vrai que et puis c'est une course c'est une course. Tout le monde va dire que c'est plutôt un marathon, mais un marathon ça reste une course. Mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement il faut être au top tout le temps T'es obligé. Tout le temps. On peut se permettre effectivement des vacances ou des temps off et tout, mais en t'es général, toujours obligé d'anticiper. Faut quand même anticiper de fou. Là, par exemple, je te dis, moi, je suis dans j'ai fêté les 1 an. Là, j'ai ouvert ma société il y a 1 an, tout juste aujourd'hui. Là, on enregistre. Merci beaucoup. Donc, je suis content. Tu vois, j'ai fait mon petit bilan et tout. Mais voilà, je suis déjà dans ma vision de l'année qui arrive. Je suis déjà dans ma vision de l'année qui arrive. Il y en a même qui me disent, mais
dans ta vision de l'année qui arrive, c'est bien dans les 12 prochains mois. Mais dans 3, 4, 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire aussi? Et ça, c'est quand on est entrepreneur, il faut se poser la question. Quand tu es indépendant, tu es obligé. Moi, je le vois dans mon métier. Notre système de paiement de nos honoraires, en fait, est fait au moment où la vente se réalise. Mais au moment où la vente se réalise, il s'est passé 4, 5, 6 mois, en fait. Parce que ton marché évolue et fluctue de fou. Alors, c'est surtout que lors du passage chez le notaire, on signe donc le compromis et la vente va être actée 4, 5, 6 mois plus tard. Ouais. Et en sachant qu'au moment du compromis, il y a déjà eu peut-être 3, 4, 5, 6 mois avant. Donc, en fait, on est toujours obligé d'anticiper. Ah oui, je veux dire, oui. Tu vois, on est toujours obligé d'anticiper. Donc, moi, je suis toujours sur une année d'avance, en fait. Ouais. Là, je suis déjà en train de préparer mon année prochaine, en fait. Okay. Je suis déjà en train de préparer l'année prochaine. En tant qu'indépendant, et comme tu dis si bien, on est obligé d'avoir une vision, si tu veux, de notre entreprise. Qu'est-ce qu'on veut lui donner comme cap, comment on veut la faire fonctionner, et puis en fonction après d'ailleurs du système de rémunération, à quel moment. Moi, je ne suis payé qu'au résultat. D'accord. C'est aussi une chose, celui ou celle qui veut se lancer dans le métier, c'est pas une vitrine Instagram, hein, l'immobilier. On voit beaucoup de gens poster des vidéos sur Instagram, la réussite, tout le reste. On ne voit pas ce qu'il y a derrière aussi. L'immobilier, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que les réseaux sociaux, il y a un travail aussi, un vrai travail à côté. Si celui ou celle qui veut se lancer dans le métier décide de faire ça en one shot de temps en temps, il va pas réussir. À un moment, ça ne marchera pas. Si tu veux vraiment vivre correctement, il faut que tu te lances dedans à 100%. Pour ces stratégies, quoi. Il faut penser stratégie à long terme et tout. Ouais. On peut faire un petit point là-dessus. C'est vrai que tu parles de réseaux sociaux. Et toi, un petit peu, c'est quoi là, en termes de réseaux sociaux, on en parlait peut-être un petit peu avant, où effectivement, je n'étais pas au courant de tout ce que tu faisais. Donc, c'est le moment de découvrir un petit peu. Au niveau des réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Quelle est un peu ta manière de fonctionner? Comment tu... Alors, j'ai un principe que j'ai acquis avec le temps. Quand j'ai démarré, j'étais sur une communication qui était plutôt lisse, en fait. Parce que je démarrais, je débutais, je ne savais pas trop comment me positionner. J'ai appris à maîtriser mon travail, à maîtriser le marché sur lequel j'interviens, à maîtriser mon positionnement avec mes clients aussi. Et aujourd'hui, j'ai une communication qui est plutôt... par les vrais, en fait. Par les vrais, authentiques. Je suis là pour répondre aux demandes, moi, de mes clients, des clients, des problématiques de succession, de donation, d'héritage, un décès, un divorce, une mise en vente, un propriétaire qui est en métropole, un bien ici à La Réunion, et à contrario aussi, des biens problématiques à vendre, des biens qui sont très simples à vendre. Je suis là pour répondre à une problématique précise. L'immobilier, de toute façon, est un point essentiel dans notre quotidien. Aujourd'hui, moi, ma communication repose sur quelque chose de central, c'est un engagement. Un engagement, être aux côtés des clients sur un engagement précis, c'est-à-dire accompagner les clients jusqu'au bout et même après au-delà, pour faire en sorte, si tu veux, que ce moment-là, dans leur vie, ne soit pas une parenthèse difficile, mais plus facile à vivre. Mais tu sais, je me souviens d'un moment avec toi, ça fait quelques mois, tu te souviens sûrement, après on ne se croise pas non plus tous les jours, malheureusement, mais là, on s'était rencontrés, on s'était donné rendez-vous à Saint-Denis, justement, une fois, on avait mangé ensemble, et justement, tu avais croisé un ancien client à toi. Oui. Et je me souviens encore qu'il te disait, il y avait une bonne entente, etc. Et vous reparliez encore de cette époque-là, alors qu'aujourd'hui, il n'est plus du tout dans le même bien que tu l'avais vendu, etc. Je crois, de tête. Il avait fait autre chose, etc. Et du coup, mais il se souvenait quand même de cette histoire-là. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Je fais en sorte, si tu veux, que notre métier a parfois mauvaise réputation. On pourra en parler, effectivement. On pourra en parler, et là-dessus, moi, j'ai aucun sujet tabou. Notre métier a mauvaise réputation, l'agent immobilier. Alors, je dis bien l'agent immobilier, c'est le mot que les clients utilisent au quotidien. Les agents immobiliers ont parfois mauvaise réputation. Je grossis le trait, arrivent les mains dans les poches, ne sont là que pour ouvrir des portes, ne connaissent pas leurs biens et gagnent très bien leur vie à la fin du mois. Moi, mon credo aujourd'hui, c'est de faire tomber justement ces idées reçues. Ouais, c'est vrai que des fois, même moi, je t'avoue que je l'ai eu ce sentiment-là avant de vraiment m'y informer. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, en fait, parce que souvent, il y a des gens qui vont vers l'immobilier parce qu'ils savent pas trop quoi faire. Ça peut arriver. Hein, un métier facile. Voilà. Donc du coup, voilà. Mais du coup, c'est un peu comme la communication. Hein, je dis ça, mais dans la communication, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup qui disent, moi, la communication, publier sur des réseaux sociaux, c'est facile. Et tu as vu qu'en fait, c'est tout un process. C'est tout un exercice. Tout un exercice, etc. Et puis, le tenir dans la durée. Moi, LinkedIn, ça fait 1 an pratiquement que je publie 5 fois par semaine. Je veux dire, faut les tenir, quoi. Tu vois. T'es obligé. Et puis, il faut se renouveler en termes d'idées, etc.
Moi, aujourd'hui, j'ai des clients, je leur demande juste 2 fois par semaine, ils pètent un câble. Donc, au début, ils disent oui, et puis au bout d'un moment, quand ils voient que c'est galère, ils arrêtent. Quoi. Ouais. Et donc, je trouve ça dommage, mais ça, c'est dans tout corps de métier. Et c'est vrai que voilà, les clichés qu'on peut avoir effectivement dans ton domaine, c'est de se dire, t'arrives, tu dis qu'il y a une salle de bain, il y a un lit. Ah oui, mais moi j'ai besoin d'un studio photo. Bah écoute, tu casses ce mur-là. Tu vois, t'as l'impression que ça peut être facile. Alors, du coup, moi j'ai changé d'avis sur le sujet. Même si il y a quand même beaucoup d'émissions. Je sais pas si c'est un sujet avec lequel tu as des choses à dire, mais tu vois, toutes les émissions qu'on connaît par cœur, Stéphane Plaza à l'époque. Il y a même des émissions à l'américaine. L'agence. Il y a l'agence sur Netflix, etc. et sur TF1. Mais tu sais, les trucs à l'américaine aussi, genre les Reines du Déco, un truc comme ça. Oui, ils achètent des biens et après, derrière, ils les refont, ils les revendent. Ouais, tout à fait. Après, je sais pas si c'est le même c'est le métier, système à l'américaine. Alors, les émissions qu'on voit et qu'on a pu voir relatifs à l'immobilier ont été bien, puisqu'elles ont permis de mettre en avant, si tu veux, notre métier. Et en même temps, je trouve qu'elles nous ont fait un peu de mal, puisqu'elles ont vulgarisé le métier. Et fait en sorte que le métier était quelque chose de facile. On se souvient très bien de Stéphane Plaza qui arrivait, qui présentait. C'était un personnage en fait. Voilà. C'était un personnage. Ça a contribué effectivement à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui voulaient faire l'immobilier, qui ont cru que le métier était facile. Il y a tout ce que les gens voient et tout ce qui se passe en fait derrière. Comme tout, les heures au téléphone, les kilomètres enchaînés, les dossiers suivis, jongler au téléphone avec un dossier, un autre dossier. Et puis même, quand on a la satisfaction client, comment retourner la situation. Exactement, De toute façon, moi, je pars du principe que dans mon métier, il n'y a pas de problème, d'accord ? Il n'y a que des solutions. À nous de trouver les solutions. Alors après, il faut que le client soit aussi à l'écoute de ça. Moi, je suis pas là pour plaire au client quand je suis contacté. Quand on m'appelle pour estimer une maison ou un appartement, je suis pas là pour donner un prix qui va faire plaisir au client. Je suis là pour lui dire quel est le prix de son bien. Le client accepte, c'est très bien. Je vais lui expliquer pourquoi c'est comme ça. S'il ne l'accepte pas, il est sûr et certain de toute façon que je ne consignerai pas avec le client. J'ai un souci de transparence. J'ai pas envie qu'après le client me dise vous m'aviez promis que. Je suis pas là pour promettre quelque chose. Moi, je suis là pour faire en sorte que quelque chose se réalise. D'accord. Il n'y a pas d'illusion. Non, il n'y a aucune illusion. Et tu parlais effectivement de tout ce qu'il y a à mettre en place comme stratégie de communication et tout le reste à côté. Oui, il ne faut pas oublier, encore une fois, pour ceux qui veulent se lancer dans le métier, comme toi, on est des chefs d'entreprise et on est multicasquettes. C'est ça, parce que après, voilà, pour ceux qui sont en micro-entreprise et tout, c'est différent. Mais par exemple, ceux qui ont des sociétés, entreprises, etc., il y a tout l'aspect comptabilité, tout l'aspect... toutes ces choses-là, il faut s'y mettre. Quoi. Après, on peut faire appel à des prestataires, mais en général, au début, on ne le fait pas trop. Quand tu es indépendant, ça dépend des moyens que tu as. Ça dépend des moyens. Mais tu vois, moi, pour ma partie, j'ai une comptable, parce que je suis en société, mais je gère quand même ma comptabilité. Je gère tout mon administratif. Je gère toutes mes prises de rendez-vous. Je gère ma communication. Les rendez-vous clients aussi. Donc en fait, il faut être multicasquette et être sur tous les fronts. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier justement, pour pouvoir piloter, si tu veux, toute mon activité. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est un état de vie professionnel qu'on va rechercher en fait. Quand tu aimes ce que tu fais, de toute façon, tu es prêt à accepter certaines contraintes. C'est ce que je disais, je crois que j'avais fait aussi une communication là-dessus où je disais, je suis entrepreneur, je commence à me mettre en avant sur LinkedIn, etc. Alors oui, j'ai des gens qui viennent me contacter en disant, tu sais, comment tu gères tes tunnels de vente, comment tu gères ton acquisition client, est-ce que tu as déjà utilisé Notion, tu veux que je te montre, j'ai fait une vidéo sur ça. Encore une fois, je respecte parce que tout le monde doit chercher des clients, je l'ai redit. Donc j'accompagne, je lance le dialogue quand même, j'essaye de voir, mais je leur explique bien que je suis sur ma première année, moi j'ai envie de galérer en fait. J'ai envie de comprendre ce que c'est, quoi. J'ai pas des gros objectifs de CA, etc. pour l'instant, parce que j'ai envie de découvrir ce que c'est que la vraie vie d'entrepreneur. Je veux découvrir ce que c'est que, limite, de me dire, de revenir le soir et de me dire, putain, mais la journée était abusée, quoi. C'est marrant parce que tu me rappelles, moi, quand j'ai commencé en fait en tant qu'entrepreneur. Parce que maintenant, ça fait quand même quelques années que je suis dans le métier et ça fera 7 ans l'année prochaine que je suis indépendant. J'étais dans le même état d'esprit que toi, en fait, au début. Et c'est vrai qu'après, petit à petit, tu prends tes marques, en fait. L'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est formidable. Si tu aimes ce que tu fais, encore une fois, il faut pas se dire, je fais ce métier-là pour gagner de l'argent. Moi, c'est pas ce qui me motive au quotidien. Oui, il faut que je gagne ma vie. C'est un des objectifs. La priorité absolue. Il faut qu'on soit sincère. Effectivement, il faut quand même qu'on gagne de l'argent. Mais il faut faire son métier avec passion, en fait. Et c'est ce que moi, j'essaye de retransmettre justement en rendez-vous. Je mets autant de cœur auprès de mes clients pour qui je vais vendre un studio qu'une grosse maison à Saint-Gilles, par exemple, en vulgarisant la chose. Tu vois. C'est ça.
Ouais, moi, je donne autant de valeur de conseil à quelqu'un qui vient de se lancer, qui a 0 € parce qu'il n'a pas fait encore de vente, qu'à une entreprise Bien sûr. qui fait 2 millions par an. Je veux dire, c'est la même qualité de conseil. Après, peut-être qu'avec les entreprises qui sont plus poussées, je peux aller plus loin, ça, c'est pas le problème. Mais en tout cas, en termes de qualité, de valeur, c'est la même chose. Et c'est vrai que ça, c'est super important. Et j'en parlais ce matin avec quelqu'un, je ne vais pas forcément dire son nom, parce que je ne sais pas si elle en a envie, donc c'est pas grave. Mais j'en parlais ce matin avant qu'on se voit. Elle m'expliquait que voilà, il faut qu'on ait quand on est entrepreneur, il faut se donner un filtre en fait. Elle a appelé ça comme ça. En mode voilà, s'il y a des moments, et je crois que toi aussi tu le disais souvent dans ta communication, que des fois il y a des moments comptez pas sur moi. Non. Je veux dire, le dimanche c'est le dimanche. Ouais. Le lundi après-midi c'est mon fils, c'est mon fils. Ouais. Enfin genre, il y a pas de. C'est le luxe qu'on a quand on est notre propre chef d'entreprise. Je pars du principe que tu n'as pas à te justifier auprès de tes clients de prendre une journée si tu veux prendre une journée. Au début, on a cette malheureuse, fâcheuse tendance à se dire il faut. Bah non, excuse-moi, je veux bien m'occuper de toi, mais je suis pas dispo parce que ceci, cela, cela. Ce qui est tout à fait normal. On se positionne en tant que victime et en fait, on n'a plus le leadership. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai parlé, c'est un sujet que j'ai parlé ce matin. Mais on peut en parler avec toi parce que toi, du coup, ça fait déjà 9 ans que tu es indépendant et tout, 8 ans que tu as, si j'ai bien calculé, ça fait 8 ans du coup. Alors ça fait 10 ans dans le métier et ça fera 7 ans que je suis dans le réseau. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, tu vois, tu as dû te positionner quand même tu as dû développer un leadership en fait. Pour, parce que voilà, il y a l'autorité. Il faut avoir une autorité dans ce qu'on fait, etc. pour que le client nous fasse confiance. Mais tout en gardant l'authenticité, les bonnes valeurs, etc. Je trouve que c'est pas incompatible d'avoir une position de leadership. Voilà, comme tu dis, il ne faut pas se justifier. Je suis pas dispo, je suis pas dispo. C'est ça qui est grisant, je trouve, c'est que tu jongles avec les deux à chaque fois en fait. C'est que tu choisis les clients avec qui tu veux travailler. Il faut en même temps que tu aies une posture qui soit ferme et affirmée aussi en même temps sur ce que tu vas apporter à ton client. Et en même temps, il faut ménager également aussi les attentes de ton client. Oui, il faut garder une relation. Exactement, même, exactement. Alors, moi, je pars du principe dans le métier maintenant, et c'est vrai que je peux me le permettre avec l'ancienneté, je préfère être seul que mal accompagné. Si le client que j'ai en face de moi ne correspond pas à mes valeurs, je ne travaillerai pas avec. Mais parce que tu as pris le temps en fait, de les identifier, de les comprendre. Et de les voir assez rapidement, parce que des fois, on ne le voit pas si rapidement que ça. Mais tu sais, je te coupe, mais dans mon métier, celui qui démarre va se dire, je préfère être accompagné d'un client avec qui je ne m'entends pas du tout, mais je sais qu'à la clé, je vais gagner une grosse commission, tu vois. Et c'est ce que je dis en formation, parce que je suis également aussi formateur dans le métier. Je leur dis, choisissez les clients avec qui vous voulez travailler. Vous allez passer à côté, effectivement, d'une rémunération attractive, mais est-ce que vous êtes prêt à assumer une relation commerciale avec un client avec qui vous ne vous entendez pas, en fait ? Et je pense qu'il vaut mieux avoir peu de clients, mais des bons clients avec qui on s'entend bien, qui correspondent à tes valeurs, plutôt que des clients, si tu veux, qui t'imposent. Ce n'est pas au client de t'imposer. Les deux doivent s'accorder en fait sur une façon de travailler. C'est toute la subtilité de l'entrepreneuriat. C'est vrai que des fois, on se retrouve avec des clients, ils ont beau être gentils, mais c'est vrai que quand tu fais la presta, tu as l'impression d'être un peu leur boniche, quoi, pour utiliser un terme assez gentil. Tu as l'impression d'être leur boniche, quoi. Et des fois, tu expliques, tu dis, écoutez, enfin voilà, je veux dire, la chose, elle est comme elle est. Soit je peux pas faire plus, je vous ai tout donné, ou soit voilà, il y a aussi de votre part une action à faire. En fait, tout vient pas de moi. C'est dans les deux sens. C'est vrai que du coup, ce qu'on m'a conseillé, moi, en tant que jeune entrepreneur, parce que du coup, je dis jeune entrepreneur et pas non plus jeune professionnel, parce que j'ai travaillé avant, tu vois, mais jeune entrepreneur, parce que c'est vrai que c'est un monde à part. On m'a vraiment conseillé de mettre gentiment, mais mettre le cadre au début, c'est-à-dire quand tu sens que la personne elle est un peu dans ce style-là, de mettre un peu le cadre au début, parce que sinon après tu te fais vite bouffer et au final ton image de marque, comme tu dis, après elle est forcément abîmée. C'est avoir le sens commercial, et j'en reviens à ta question encore une fois du début, qui était pour celui qui veut se lancer dans le métier, il faut avoir le sens commercial. Tu ne peux pas faire un métier comme le tien ou comme le mien si tu n'aimes pas être au contact des gens. Le parallèle avec mon ancien métier, il est là aussi, tu vois, pendant 20 ans j'ai accompagné des milliers et des milliers et des millions de passagers sur des destinations diverses et variées. Aujourd'hui j'accompagne les clients sur des destinations qui sont un peu plus précises, tu vois. Mais si tu n'aimes pas le contact humain, si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas être entrepreneur. Faire de l'immobilier, faire du marketing ou d'autres métiers de toute façon. Et à partir du moment où tu te bloques et surtout que tu t'obliges à quelque chose, ça ne marchera pas. Il faut que tu fasses avec le cœur. Moi, je gagne ma vie, d'accord, mais pas n'importe quel prix aussi. Je fais les choses avec le cœur et avec plaisir. Et c'est ça l'accompagnement, si tu veux que j'amène moi mes clients. Faut éviter d'être avare, quoi. C'est un mauvais défaut. De toute façon, si tu renvoies une image de celui qui veut gagner des sous à ton premier rendez-vous avec ton client, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr et certain. Ça marche.
Est-ce que tu as des choses à rajouter? Pas spécialement. Après, voilà, on est libre. Oui. Du coup, là, je vais passer au premier, tu sais, comment on appelle ça, mon petit tour de roue. Ouais. Donc, j'ai une petite roue là que j'ai préparée Vas-y. avec toi. Donc, l'idée, c'est que tu appuies dessus. Ok. Et du coup, tu fais tourner la roue. Ok. Après, tu orientes vers la J'appuie, caméra. au milieu. Ouais, tu peux orienter vers la caméra pour qu'on voit un petit peu le truc. Donc là, tu es tombé. Alors, il faut que je regarde. Du coup, il faudra me redonner le téléphone. Vas-y. Du coup, tu es tombé sur l'emoji de la plante. Ok. Est-ce que tu arrives à anticiper ce qui va se passer? Vas-y, pose ta question. Alors, du coup, la question est simple dans l'immobilier. Un endroit que tu pourrais recommander, un endroit tranquille, que tu pourrais recommander à des gens qui veulent s'installer. Donc, qui ont pour objectif d'être tranquilles. Parce que ça bouge beaucoup à La Réunion, ça construit beaucoup et tout. Mais est-ce qu'il y a un endroit, bon, même si tu l'as expliqué, tu n'es pas spécialisé dans tous les secteurs, mais un endroit vraiment que tu recommandes parce que vous serez tranquille. Nature, quoi. Je vais être large. Il y a plein d'endroits tranquilles à La Réunion. Ça dépendra de ce que le client recherche. Mais maintenant, en étant un peu plus centré sur la question, je vais être un peu chauvin. Je vais parler de là où j'habite. J'habite à Sainte-Marie. Okay. Et j'habite près du sentier littoral, sur le front de mer. Okay. Et le quartier est vraiment, vraiment très agréable. Super. Tous les matins, moi, je prends plaisir à aller me promener avec mes chiens sur le sentier littoral. Et c'est un vrai plaisir. Ouais, c'est vrai que je vois plein de monde courir et tout quand j'y passe. Et tout. Ah, de Saint-Denis jusqu'à Sainte-Suzanne, tu peux justement, aller. moi, je veux participer aussi à la question. C'est vrai que j'avais une cliente à Sainte-Suzanne, justement, fallait monter. Alors, je me rappelle plus les noms des quartiers, hein, mais fallait monter et tout. Et c'est vrai que quand je partais de chez elle, j'avais toute la vue, Champ de Cannes et tout. Je voyais même l'aéroport et tout d'où on était. Et je me dis, putain, elle est vraiment bien placée. Après, par contre, il y a beaucoup de vent et tout, mais je veux dire, en termes de lieu, franchement. Et puis, vraiment, on ressent le côté île. Oui. C'est vrai que moi, ce que j'aime pas dans certains endroits, c'est vraiment qu'on a plus l'impression d'être sur une île. Mais bon, après, ça, c'est le côté urbain. C'est pour ça que moi, j'apprécie le matin d'aller me promener. D'un côté, j'ai l'océan. De l'autre côté, j'ai la montagne. Je ne vois pas les immeubles, il n'y a pas d'immeubles. Je vois les maisons, la végétation, les parcs. Et c'est vrai que c'est très ressourçant. L'endroit où j'habite est bien pour celui ou celle qui vient d'arriver sur l'île, puisque tu es proche de Saint-Denis, tu es proche de l'aéroport. En 20 minutes, tu es à Saint-Denis, 10 minutes à Sainte-Clotilde. Ou pour quelqu'un, je dis c'est vrai que c'était la question, mais par exemple pour quelqu'un qui habite dans le sud et qui part, je sais pas, doit aller travailler dans le nord, etc., qui doit bouger. Ça peut être une solution ça peut être pas mal, intéressante. J'ai vécu à la Bretagne avant. La Bretagne, c'est bien densifié. Pas mal d'embouteillages quand même aussi. De toute façon, il y a des embouteillages de partout sur l'île. Surtout par rapport à la route du littoral, s'il y a des basculements et tout. Exactement. Là, à Sainte-Marie, on est bien parce qu'il y a quand même plusieurs quartiers. Tu peux être un peu dans les hauts. Il y a le choix. Il y a le choix. C'est varié. Parce que moi, tu vois, j'ai grandi à la Plaine Saint-Paul. Ouais. Aujourd'hui, faut se lever tôt pour trouver un truc à construire ou ne serait-ce qu'acheter. Ça, c'est en quelques années, ça s'est rempli de fou, quoi. Oh, tu sais, c'est pas que pour la Plaine Saint-Paul, hein, c'est surtout. Oui, mais je donne cet exemple parce que c'est là, parce que c'est le quartier que je connais. Mais clairement, c'est partout. Mais de partout. De partout. Alors, on fait un deuxième petit tour. Je te laisse appuyer, je garde le téléphone. Toc. Comme ça, on a le champ large. Alors, tu es tombé sur l'emoji de la petite feuille avec un crayon. Ok. Et donc, la question est la suivante. Le type de bien le plus atypique que tu aies vendu? Le type de bien le plus atypique que j'ai vendu... Ou qui t'a marqué? Qui m'a marqué, alors qui est en train de me marquer. Ce serait plutôt ça, qui est en train de me marquer. Il s'agit de la vente d'une vieille maison créole en centre-ville de Saint-Denis, qui a plus de 70 ans, 70, même plus d'existence. La première fois que je suis rentré dans la maison, j'ai eu l'impression de faire un bond dans le passé. Bien conservé, abîmé quand même, mais en état, oui, franchement en état. Et elle avait résisté au passage du cyclone, tu vois. Donc, comme quoi, les constructions à l'époque étaient quand même bien pensées. C'est vrai. Et donc, cette maison est une maison de famille, et les parents étant décédés, les enfants devaient vendre la maison dans laquelle ils ont vécu. Donc, une remontée de famille généalogique des générations et des générations. Et là, cette maison, la promesse de vente a été signée il y a quelques mois. Et au rendez-vous, c'était quand même très chargé en émotions. La vente définitive va avoir lieu d'ici quelques jours. Je sais que ça va être un moment très compliqué pour les vendeurs. Ils n'ont pas le choix, mais c'est... Voilà. Après, moi, ce que j'aime
j'aime dans mon métier particulièrement, justement, c'est des moments comme cela, puisque tu accompagnes des clients. Tu fais partie de leur vie. T'es plus dans le côté commercial, t'es plus dans le côté... non, t'es dans le côté témoin, en fait. Témoin, passage de relais, accompagnement. Je suis vraiment centré. Et puis tu te positionnes vraiment comme, voilà, tu respectes tout, quoi. Complètement. Et puis là, la communication avec mes clients est hyper facile. Les personnes qui achètent la maison aussi, c'est vraiment un très joli lieu. Donc la transformation, l'héritage va être conservé aussi. Donc des biens atypiques, non, parce que j'en ai pas eu tant que ça, mais par contre des biens avec des histoires, oui. De toute façon, à La Réunion, chaque bien a une histoire. C'est plutôt ça. Après, moi, tu vois, un bien atypique que je connais, parce que c'est connu, c'est dans le sud, je sais pas si tu connais, c'est la maison cadeau. Non, je connais pas. Tu connais pas ? Non. Alors j'avoue que là, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais rien dire sur le lieu, je me rappelle plus, mais je sais que quand on monte un peu dans les hauts du sud, dans les hauts de... je me rappelle plus, c'est vrai que j'y vais un peu par automatisme, je réfléchis plus trop. Mais oui, il y a un... Tu taperas, on regardera tout à l'heure sur Google, tu vois, maison cadeau, c'est drôle, c'est vraiment une maison avec un nœud sur le dessus et tout. D'accord. Donc je sais pas, je connais pas l'histoire de cette maison, je connais juste de visu. Mais c'est un repère, tu vois, quand tu montes là-haut, tu dis oui, on est à 200 mètres après la maison. Ok, d'accord, je le vois. Je te fais tourner une dernière fois la roue. Et après, j'avais une question par rapport à ce que tu avais dit. Mais on finit le jeu avant. Ok, allez. Ah mince, t'es tombé sur le même. Vas-y, relance. Attends, faudra faire fermer. Voilà, vas-y. Un petit emoji, on se serre la main. Ok. Donc là, la question, elle est tout simple. On en parle depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment une valeur que tu penses essentielle dans ton métier. Essentielle ? Ouais. L'humain. Ouais. C'est obligé. C'était c'est ce qui me fait logique par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est ce qui me fait fonctionner au quotidien. Je suis en vieillissant... en âge et surtout en métier, en prenant maturité dans le métier, je trouve que c'est une valeur qui est essentielle au quotidien, dans notre quotidien et dans mon métier. Moi, j'ai pas envie d'avoir une relation d'argent avec mes clients. En fait, c'est vraiment une relation, si tu veux, humaine et proche avec eux. Ouais, tu vois, encore une fois, je rebondis sur ma discussion de ce matin était forte aussi. C'est vrai que au final, quand en fait, la personne avec qui j'ai discuté m'a posé beaucoup de questions sur comment je ressentais mon métier, etc., ce que je faisais, mes actions et tout. Et elle me dit, sur toutes les activités que tu t'es lancées, parce que c'est vrai que sur LinkedIn, je communique que sur mon activité de conseiller et tout, mais en fait, je me suis lancé sur plein d'autres trucs à côté. Et en fait, elle me dit, oui, mais c'est quoi le point commun de toutes tes activités ? Pourquoi tu te lances sur plein d'activités comme ça ? Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Parce qu'il faut forcément, il y a quelque chose en commun, sinon ça ne sert à rien de lancer trop de trucs différents. Et en fait, je me suis rendu compte, le commun, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, le podcast, tu as vu, je t'invite en direct. Je suis en contact aussi avec Trapèze Studio à côté, donc avec Lucas et tout ça. On échange. J'apprends. Pour l'instant, j'invite que des gens que je connais. Mais à l'avenir, le but, c'est aussi d'inviter des gens que je connais pas et d'apprendre, etc., de se développer. Mon côté conseiller, je préfère largement mon conseil présentiel. C'est vrai que je peux faire du distanciel, mais bon, c'est vraiment par obligation, parce que soit la personne est vraiment loin, soit elle n'a pas envie de se déplacer, etc. Mais moi, je me déplace jusqu'au port, je me déplace jusqu'à Saint-Pierre, etc. Enfin, je me déplace parce qu'il me faut ce contact-là. Après, pour le côté formation, c'est clairement ça. J'ai besoin d'être dans une classe, de former, etc. Donc, en fait, je me suis rendu compte, je le savais, mais c'est vrai que se rendre compte officiellement, c'est différent de se dire, en fait, c'est ça pourquoi je travaille, parce que je vais être en contact avec les gens. Parce que quand j'étais salarié, je voyais juste mon patron, je voyais juste mes collègues, et point barre. Là, je vois des gens tout le temps qui ont une histoire, qui ont des choses à raconter, j'en apprends tout le temps. Je peux me prendre la liberté aussi de m'intégrer à des réseaux d'entrepreneurs. Hein, tu sais, moi, je suis dans un club qui s'appelle le Club d'affaires Horizon, qui est animé par Sonia Costecalde. Donc je vous laisse aller chercher aussi. Donc c'est un petit groupe, on est vraiment le fait d'être un petit groupe, on est environ une dizaine, pas plus. Et voilà, après je me suis rapproché d'Anthony Creusot, je sais pas si tu connais ou si tu l'as déjà rencontré, qui a, du coup, j'ai découvert, je savais même pas, mais qui fait aussi le réseau Paddle 974. Donc là, lundi, on est vendredi, lundi, il organise un truc de paddle, etc. J'ai jamais fait de paddle de ma vie, alors que c'est grosse tendance, mais le paddle, c'est vrai que ça peut être un sujet, parce que le paddle et l'entrepreneur, apparemment, c'est un truc qui... Oui. C'est un peu la tendance du moment aussi. C'est fou, et j'y suis pas encore arrivé, donc voilà. Mais j'y arrive. Je teste le truc et tout. Non, mais parce que l'ambiance est cool, et c'est vrai que de découvrir ça, au-delà des clients et tout, mais juste de découvrir ce monde-là, de se connecter avec d'autres entrepreneurs, c'est génial. Et puis tu vois, par exemple,
on se croise là, on te dit est-ce que tu connais un tel? Oui, je le connais. Est-ce que tu Et puis là, on discute et puis il y a du c'est lien là où tu qui vois se que crée tout de suite. beaucoup de gens se connaissent. Mais l'entrepreneuriat, en fait, c'est ça finalement. Tu sais, c'est un peu utopique, mais c'est une aventure humaine en fait. Quand tu décides d'être entrepreneur. On se rend compte très vite. Ouais. Parce qu'au début, on se lance. Tu vois, moi, je connais un gars qui s'est lancé il y a vraiment pas très longtemps, Luc Avril. C'est un jeune, il a été diplômé l'année dernière et tout. Donc, il a pris le temps de créer son truc, etc. Il est développeur web. Je crois qu'il a vite compris qu'il fallait qu'il rencontre les gens. Mais au début, c'est vrai qu'on est un peu dans notre bulle à créer notre offre, à créer notre marketing, etc. Tu mets en place de toute façon ton métier. On met en place le truc, tu vois. Mais très vite, en fait, on se rend compte qu'il faut aller à la rencontre des gens. Moi, le club Horizon, pardon, parce que bref, on était rattaché à notre club avant, mais c'est plus le cas. J'y étais depuis. Alors, j'ai lancé en août 2024. Moi, je suis dans ce club-là. C'était déjà octobre 2024. Octobre-novembre. Ouais. Donc, très vite. Et c'est super important. Donc, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment, le conseil qu'on peut vous donner avec Cyril, c'est clairement créer du contact, pas forcément qu'avec des clients, quoi. Quand tu es ton propre chef d'entreprise, tu peux vite te retrouver seul, en fait. Déjà, être isolé, parce que t'as personne, t'as pas de salarié, t'as pas de chef. Donc, il faut s'ouvrir aux autres. Effectivement, il faut rencontrer du monde, il faut développer son réseau, il faut développer sa notoriété, il faut développer ses outils de travail. En fait, ça demande plein de choses. Mais vraiment, l'humain, c'est exactement ça, entrepreneuriat. C'est rencontrer du monde, parler avec des gens. De toute façon, encore une fois, si tu aimes ce que tu fais, dans tous les cas, tu en parleras avec le cœur et les gens vont venir vers toi de toute façon et puis vont te parler, quoi. Super important parce qu'en fait, une fois, je me suis dit, et ça va faire écho à un de tes posts, tu verras. Une fois, je me suis dit, même tout seul, je me suis dit, mais j'ai quand même de la chance d'attirer les bonnes personnes. Mais en fait, oui, en relisant ton post, tu avais fait un post là-dessus. Mais en fait, quand on y pense, c'est pas vraiment de la chance. C'est moi qui, en créant ma communication, non, qui en créant la chance. Le truc, en fait, forcément, ça a touché les bonnes personnes et ils sont venus. Juste les mauvaises, ils m'ont soit ignoré, merci à eux, parce que bon, ils m'ont ignoré. Mais après, voilà, bon, tu sais, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais j'ai déjà reçu des messages aussi. Tu te souviens, j'avais fait. Oui, je m'en souviens, mais c'était il y a quelques mois, tout à fait. Donc j'ai déjà reçu, tu vois, ça peut arriver. Mais j'en ai discuté encore avec les personnes de ce matin. Elle me dit, tu sais, il y en a qui réussissent très bien et puis, ils ont 20 messages comme ça par jour. De gens qui disent, ouais, mais c'est le propre de l'être humain, ça aussi, dans tous les cas. De jalouser ceux qui réussissent. En fait, tu renvoies à leur visage leur propre échec. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est humain parce que même. Je veux pas tout dévoiler, mais c'est vrai que même dans ma propre famille, il y en a qui sont un peu comme ça, à aller critiquer un tel et un tel dans la famille. Et en fait, je dis, écoute pas ce qu'elle dit. C'est juste qu'en fait, malheureusement, elle se fait un miroir d'elle-même. Mais bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est humain. Il faut l'accepter quand même. Faut pas rentrer dans le jeu non plus. C'est compliqué quand t'es entrepreneur aussi, ça. Les encouragements de la famille et des amis aussi. Quand t'es entrepreneur, t'as besoin quand même d'avoir les encouragements de ta famille et tes amis. C'est vrai que on peut en parler. C'est vrai que ça peut me manquer, mais je suis pas allé le chercher non plus. Mais parce qu'en fait, tu vois, déjà, ma femme. Elle est libérale, elle est sage-femme libérale, donc elle est aussi entrepreneuse dans un sens, tu vois. Je dis dans un sens parce que c'est dans le médical, donc c'est un fonctionnement légèrement différent, mais dans l'absolu, c'est la même chose. C'est-à-dire que si elle n'a pas de patientèle, elle n'a rien. Donc il faut qu'elle crée le truc. Mais tu vois, c'est vrai on a du mal à échanger ensemble, je ne vais pas te mentir. Donc c'est aussi pour ça, je fais un petit aparté, mais c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le programme Performer, parce que peut-être qu'ils vont me trouver des solutions. Mais par exemple, mon père, ma mère et le reste de ma famille, je leur donne aucune info de ce que je fais, parce que je sais bien qu'ils vont pas trop comprendre. Et voilà, mais après, j'ai quand même le soutien, je dis pas le contraire. Ou ils n'auront pas un œil critique en fait pour t'aider. Ils vont peut-être te dire aussi... c'est bien ce que tu fais, bravo, alors que toi, tu auras peut-être besoin d'entendre non, j'aurais peut-être dû faire comme ci, non, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Et sauf que c'est très délicat pour la famille et pour les amis de te dire c'est nul ce que tu as fait, ou tu aurais peut-être dû faire comme ça, ou comme ça. Tu vois, l'inverse, des fois, il y en a qui te bloquent exprès pour pas que parce qu'ils ont peur que tu te rates, en fait. Oui, et c'est vrai que c'est un commentaire que j'avais eu parce que j'avais réagi à quelqu'un qui avait posté ça aussi, un peu dans le même genre. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait réagi en disant. En fait, il ne faut pas mal le prendre quand ils font ça. C'est juste qu'en fait, ils veulent nous protéger parce qu'eux, ils n'ont pas cette fibre entrepreneuriale, la prise de risque, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et du coup, en fait, quand ils nous voient le faire, ils ont peur qu'on rate. Et c'est vrai. Et du coup, au final, il faut le prendre comme un vrai soutien, finalement. C'est-à-dire que si elle réagit comme ça, c'est qu'elle veut du bien. Ou alors sinon, t'en fais pas cas et puis tu avances, tu avances tout seul. C'est vrai qu'en toute honnêteté avec toi, c'est pas un sujet que j'aborde en famille.
Même pas du tout. Ça dépend des relations que tu entretiens après derrière avec ta famille et tes amis aussi. Ouais, De mais toute là, façon. par exemple, je vais voir, on va faire l'expérience. Mais là, Ouais. tu sais, je t'ai dit, je suis en train de changer de voiture. Ouais. On part dans un podcast, il n'y a plus de caméra. Donc là, je suis en train de changer de voiture et j'avoue que j'ai pris une bonne voiture, Ouais. tu vois, un truc qui me plaît bien, tu vois, c'est une Audi et tout. Bah, je suis sûr que quand je vais me débarrer comme ça en famille, ils vont me dire mais oula, ça fait que 1 an que tu as lancé ton truc, qu'est-ce qui se passe, machin. Je me lance, quoi, j'y vais, quoi, je profite, quoi. Bah oui. Et je suis sûr que ça va faire on verra, je ferai mon propre retour une fois que ça sera fait. Mais voilà, moi je trouve que la famille c'est important, mais je trouve que moi, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais finalement j'ai créé ma propre famille professionnelle. C'est-à-dire qu'on parle pro, mais pas que. Ouais. Et moi, ça me fait du bien en vrai. Hein. Ouais. Ça me fait vraiment du bien, tu vois, d'aller voir d'autres professionnels, etc., et d'échanger. Et au final, ils nous comprennent facilement. Et c'est un peu ma famille professionnelle. Et moi, je trouve que c'est super important. Après, ce qui est normal, c'est que ce qui se passe chez toi n'est pas forcément en relation avec le travail aussi, tu vois. Et les relations que tu as avec ta famille ne sont pas des relations professionnelles. Ouais. Donc, c'est 2 mondes complètement différents aussi. C'est un peu comme un chirurgien qui ne doit pas opérer sa famille parce qu'il y aura des biais émotionnels qui vont se créer. Exactement. Donc, c'est pas bon. Donc, mais c'est important, c'est sympa d'en parler, tu vois. Et ce qui est marrant, ça démystifie un peu ton travail, c'est que tu es mandataire immobilier et pourtant tu vis... pour revenir sur les clichés, tu vois. Et pourtant, tu vis quand même la même chose que tout le monde quand on est entrepreneur. Oui. Donc, c'est pas des questions que je crois que j'ai préparées le côté cliché. On peut essayer de le faire maintenant. Si tu veux, vas-y. Un peu à l'improviste. Ouais. Donc, on avait parlé d'un premier cliché qui était que c'est facile. Un métier facile, etc. Que, comme tu dis, tu as juste à venir. Limite, tu n'as même pas besoin de trop découvrir le bien. Juste, tu demandes au propriétaire un petit tour vite fait. Tu te fais ta petite fiche technique et puis tu le balances au client, etc. Ouais. Donc ça, c'est un peu effectivement l'image qu'on peut se renvoyer quand on ne connaît pas. Hein, parce que, encore une fois, les clichés, ça vient parce qu'on ne connaît pas. Oui. Une fois qu'on connaît, il n'y a plus de clichés. Mais du coup, mais c'est normal. Et du coup, toi, tu disais qu'effectivement, on ne voit pas le côté, il faut quand même rouler, il y a plein d'allers-retours à faire, il y a des papiers à préparer, tu as la relation avec le notaire aussi à gérer. Alors, il y a la technicité, il y a quand même de la formation qui est obligatoire, formation juridique qui est obligatoire, il y a la technicité aussi à avoir, il y a quand même aussi le sens commercial aussi à avoir, il y a aussi... passer d'un client différent à un autre aussi, donc savoir s'adapter. Mentalement switcher. Il faut que ton cerveau puisse passer d'un dossier à un autre. Tu as un coup de téléphone d'une personne qui t'appelle pour vendre son bien puisque son conjoint est décédé, et de l'autre côté, tu as un coup de téléphone juste après pour la vente d'une grosse maison dans l'Ouest, par exemple, tu vois. Donc tu jongles toujours, tu es toujours en train de faire le grand écart. Il faut que tu aies vraiment un cerveau qui soit bien formaté quand même. Okay. Et c'est vrai que les clichés dans mon métier ont la vie dure. Qu'est-ce que tu as d'autre comme cliché? Parce que là, je ne vois pas vraiment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple? Alors, il n'y a pas... Le cliché, c'est un métier facile où tu gagnes beaucoup d'argent. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que... tu peux gagner... En fait, pour répondre, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais il y a tout un... Je vais pas faire celui qui dit non, on ne gagne pas d'argent dans le métier. C'est comme dans tout métier. Oui, quand on se lance dans un métier, exactement. Il faut quand même gagner sa vie. Première chose que j'ai envie de préciser, c'est que mon métier, moi, je vends quelque chose qui n'est pas palpable, en fait. Je vends un accompagnement. Je vends une expérience, mon expertise, mon professionnalisme, le savoir-faire que j'ai acquis. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, en fait. Quand tu vends une voiture, quand tu vends des ustensiles de cuisine ou je ne sais quoi, c'est quelque chose qui est concret, en fait, dans les mains du client. Le client va acheter une voiture, il sait que c'est 40 000 € la voiture. Il a quelque chose de concret. Il va acheter, je ne sais pas, moi, une cuisine, il sait que la cuisine va coûter 15 000 €. Moi, je vends quelque chose qui n'est pas palpable, qu'on ne peut pas toucher, en fait. Et c'est en ça où, justement, la différence doit s'opérer. C'est montrer au client l'intérêt de passer par moi, en fait, pour vendre son bien ou l'accompagner pour trouver son bien aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et ce côté palpable-là, en fait, contribue au cliché que le métier est facile. Gagne de l'argent facile. Voilà ce qu'on dit. Parce que les montants sont faramineux, mais derrière, il faut enlever toutes les taxes, tous les ceci, tous les cela. Et alors, attends, je vais même encore aller plus loin dans le détail. C'est que la commission qu'on touche à la transaction lorsqu'elle est réalisée, déjà, on est payé qu'au résultat. Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, ça prend des mois. Ça fait exactement. Si tu as un client avec qui tu es en relation depuis le mois de janvier, que tu commercialises sa maison pendant 2-3 mois, si tu vends sa maison au bout de 2-3 mois, donc tu as déjà 3 mois de travail, donc pour lesquels tu n'as pas eu de rémunération. Ensuite, le notaire chez qui tu vas signer la promesse de vente au bout du 4e mois, et tu rajoutes 4 mois supplémentaires pour la signature de l'acte authentique. Pratiquement en fin d'année. 8 mois. 8 mois de travail. 8 mois de travail, quand on touche notre commission, en étant en entreprise, je paye des charges, je paye des impôts dessus. Le ratio qui est fait va correspondre à peu près 500 ou 600 € par mois de rémunération sur les 8 mois de travail. Des fois, peut-être moins aussi. Final, quand on regarde bien à la loupe...
il reste pas grand-chose. Donc sur le coup, effectivement, quand on passe chez le notaire et que les clients connaissent le montant de la rémunération, alors déjà, c'est pas la rémunération complète que j'empoche, mais quand ils connaissent le montant de la rémunération, j'aime bien expliquer, en fait, et dire aux clients, faire tomber des idées reçues. T'as une transparence, en fait. Hein, mais je suis complètement transparent là-dessus. Je n'ai aucun problème à parler effectivement de la rémunération des agents immobiliers et des mandataires immobiliers pour que les gens puissent comprendre qu'effectivement on a un vrai travail et que la rémunération n'est pas une chose farfelue. Voilà. Et puis comme tu dis, tu vends un accompagnement, tu vends de la valeur, tu vends quand même, tu travailles pour, je veux dire, tu apportes quand même de la plus-value, etc., qui doit être monétisée, quoi, entre guillemets. Exactement. Donc ça c'est important. Après qu'est-ce qu'on a d'autre comme cliché, une maison se vend en 2 jours. Une maison se vend en 2 jours. Alors, Paris-Bordeaux, Strasbourg, c'est des grandes villes en métropole. C'est pas pareil à Sainte-Suzanne ou à Saint-Benoît ou, ou dans une autre ville. Les délais de vente sont pas les mêmes. Les belles voitures, les clichés des belles voitures. C'est-à-dire que les agents immobiliers roulent tous dans une belle Porsche. Comme les infirmières ou les libérales, etc. Même qui principe en aussi. BM ou autre. Voilà. Non, quoi. On passe notre temps. Alors, un agent immobilier qui travaille en agence a un devoir de rendre compte à son patron d'agence immobilière. Donc, il y a une présence s'il est salarié. Quand tu es indépendant, les gens s'imaginent que tu es tout le temps devant ta télévision. Moi, mes journées démarrent à 7h. Elles se terminent à 18h, 19h. Et tu bosses le samedi. Et je bosse le samedi. Je me préserve le dimanche, mais je peux travailler le dimanche aussi. Le soir, je peux répondre à des clients à 20h. Le matin, à 6h, je peux déjà être au téléphone. Et c'est en ça aussi qu'être indépendant est intéressant, c'est que je gère mon planning comme je veux, en fait. C'est ça. Mais tu vois, pour revenir un peu à cette histoire d'argent, c'est comme moi, ma mère aussi, elle est sage-femme libérale. Personne ne connaît ma mère, donc je balance le truc, mais tu vois, elle a un cabinet, elle fait entre 100 et 130 000 euros de chiffre d'affaires par an sur son cabinet, elle est toute seule. Tu te dis, waouh, si elle est toute seule, les frères, elle paye 40% à l'URSSAF, mais oui. 30% aux impôts. Ouais. Et après, il faut qu'elle paye encore sa comptable, son abonnement pour les cartes vitales, son abonnement pour son logiciel, son loyer. Ah putain, c'est affolant. Moi, on m'avait posé la question, tu n'aimerais pas être salarié? Je disais, être salarié, l'avantage, c'est que tu as un confort dans le salaire. Tu sais que ton salaire tombe tous les mois. C'est toujours la même chose. C'est ça. En étant indépendant, moi, si tu veux, je n'ai personne au-dessus de moi. Je n'ai pas de patron. Je suis mon propre patron. Et tu te challenges, en fait, à chaque fois. Je peux gagner beaucoup plus sur certains mois. Et il y a des fois où je vais rien gagner pendant certains mois. Donc, tu es obligé, comme on disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat, d'anticiper, en fait. Anticiper et puis essayer de créer un équilibre. Exact. C'est qu'effectivement, tu gagnes beaucoup l'un et moins l'autre. Moi, en ce moment, c'est pas le mois où je gagne le plus. Mais je sais que ça va venir très vite parce que c'est vrai que la formation est une activité qui me rapporte le plus dans ce que je fais. Et je sais que ça va revenir. Donc, c'est un équilibre à avoir. Donc, moi, je préfère regarder les 6 derniers mois que j'ai fait et voir le revenu moyen que je me suis fait plutôt que regarder à chaque fois. Même si c'est important de regarder à chaque fois parce que 2 mois, entre un mois où tu ne marches pas et un autre mois où ça marche, faut quand même vivre entre temps, faut quand même pas faire n'importe quoi. Mais bon, voilà, avoir un regard un peu plus macro de ce qu'on fait, c'est intéressant. Tu es obligé. Je suis en train d'essayer de lire un peu les prochaines questions que je peux te poser, mais tu vois, les sujets sont intéressants, tu as vu. Moi, j'apprends plein de choses, tu vois, je suis là vraiment pour discuter avec toi, j'échange, j'essaie de moi-même m'instruire. Mais mon métier, tu sais, c'est de l'immobilier, mais en fait, après, la base est la même pour toi, pour moi. Mais c'est ça, c'est ce qu'on essaie de développer tout à l'heure. En fait, je pense que c'est le but de ça aujourd'hui. Je pense que les gens se rendent compte très vite que en fait, on vit tous la même chose. Et c'est pas parce que tu es un mandataire immobilier et moi conseiller en marketing digital qu'on n'a pas des sujets en commun, qu'on peut essayer de s'entraider, qu'on peut se donner des conseils entre nous, tu vois. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que c'est mon podcast, il a plein d'objectifs. C'est aussi ça. Et n'hésitez pas aussi, je fais un petit message là, droit dans les yeux à la caméra, droit à la bouche, au micro, comme on dit. Mais vraiment, le message, il est important. N'hésitez pas aussi à discuter avec moi en privé ou même dans les commentaires et tout, à échanger avec moi, à me poser des questions ou à poser des questions à Cyril que je pourrais relier s'il ne voit pas, etc. Je mettrai aussi tes coordonnées en description si tu le veux bien. Comme ça, vous allez pouvoir le contacter directement. Mais c'est méga important en fait, de créer tous ces liens-là. Et c'est un format, je trouve, qui est super adapté pour ça. C'est un format aussi qui se développe de plus en plus à La Réunion. Donc, n'hésitez pas, franchement, c'est vraiment top. Je voulais, avant de passer au prochain mini-jeu, et tu sais, pour animer un podcast, faut pas être dyslexique. J'aimerais bien essayer de voir un petit peu avec toi, essayer d'être un peu plus en profondeur sur des anecdotes ou quoi. Je pense que
C'est vrai que quand on dit mandataire immobilier sur le titre, on a envie d'entendre des trucs intéressants. Tout à l'heure, je voulais te relancer tout à l'heure quand on parlait des émissions. Je voulais te relancer un peu de ce que tu pensais de l'agence. Ouais. On peut plus ou moins introduire ici aussi. Rapidement, je crois que tu avais fait un post aussi. Oui, il y a quelques mois, où tu disais que c'est une bonne émission et que c'est très divertissant. Ouais. Mais c'est du divertissement. Alors, il y a une base parce qu'ils ont quand même un vrai métier quand même, et c'est vrai que la famille Kretz, ça. C'est pratiquement une. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une série télé-réalité? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce qu'on voit, il le vit vraiment. Il le vit vraiment. Alors après, il y a ce qui se passe, c'est ce qu'on voit. Ouais. Le but de mon post à l'époque, c'était justement de ne pas croire que tous les biens se vendaient comme ça aussi rapidement et qu'on vendait que des biens à 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Là, j'ai regardé la dernière saison et les derniers épisodes. À la fin, ça se termine, on se regarde avec ma femme, on dit attends, mais il a vendu le truc à un tel, il a vendu le truc, on sait pas. Et tu sais pas si le bien a été vendu, et surtout tu sais pas à quel prix le bien a été vendu. En fait, ce qui est bien à cette émission, c'est que ça te permet de voir des choses qui sont un peu atypiques. Qu'on peut pas voir, qu'on n'a pas. Que tu pourras avoir, donc c'est du voyeurisme un petit peu. Mais par contre, il y a une chose qui est très bien, je trouve, dans cette émission, c'est que la famille Kretz a réussi à bâtir quelque chose de très solide en fait, de la grand-mère jusqu'aux parents, jusqu'aux enfants. Et ils ont une très très bonne notoriété. Il y a une notoriété qui a été travaillée. Et c'est vrai que c'est assez fort. Ouais, on le ressent. Et puis on va pas parler de l'émission comme machin, mais c'est vrai que dès que tu as des personnes extérieures qui interviennent, ça fout un peu le chaos. Bon, après, ça peut être potentiellement scénarisé, j'imagine, mais je veux dire. D'avoir des choses un peu scénarisées de toute façon aussi. Mais c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant d'avoir ton point de vue sur l'émission pour pas que les gens se projettent trop. C'est un divertissement. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un divertissement. Ça renvoie une image du métier qui est belle, hein, les belles maisons à Saint-Barth, dans le sud de la France ou ailleurs. Ce qui est cool avec eux aussi, c'est qu'ils restent plus ou moins quand même humbles, en disant qu'ils reconnaissent et ils le disent qu'ils ont la chance de pouvoir vivre ce genre de choses. Bien sûr. Mais ils se sont donné les moyens. Exactement. Et encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu es entrepreneur, quand tu commences à réussir, c'est que tu t'es donné les moyens. C'est ça. Moi, franchement, les gars, ça sert à rien d'être jaloux des autres. Genre, juste donnez-vous les moyens que vous voulez atteindre. Et on peut pas atteindre tout. Je veux dire, moi, il y a des gens, je pourrais jamais être aussi fort qu'eux, en fait. Il y a une limite à un moment donné à ce qu'on fait. Mais après, tu sais pas, hein, peut-être que demain, tu pourrais être aussi fort, même plus. On se sous-estime très souvent. Le syndrome de l'imposteur, tu connais? Je connais plus ou moins. Après, je pense pas le vivre, mais en tout cas, des fois, ça peut m'arriver de me sous-estimer dans le sens où je me surprends à faire. Tu vois, le podcast là que je fais devant toi, il y a même pas un an, mais jamais de la vie, je me verrais comme ça. Et au final, je prends plaisir à le faire. Et je sais que je fais des erreurs, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais honnêtement, je suis dans un état d'esprit où c'est pas très grave. Je sais que je fais pas tout bien. Il y en a qui me disent reste concentré là-dessus les gars, laisse-moi tranquille. Moi, je fais ton truc, je fais mon truc. T'as raison. Si je vois que je fais vraiment mal, je vais changer. Mais moi, pour l'instant, je vois pas le mal que je fais. Il y a beaucoup, quand je balance sur LinkedIn ce que je fais, parce que je connais que sur LinkedIn, mais il y a quand même beaucoup de bienveillance, quoi. Les gens me suivent et tout, c'est cool, ça me fait plaisir. LinkedIn est un réseau qui est quand même bienveillant quand même. On peut en parler, mais moi j'ai déjà quand j'invite des gens à venir sur le réseau, ils ont un mauvais a priori sur le réseau. Ah ouais. Mais c'est parce qu'ils connaissent pas ou parce qu'ils n'ont pas le bon feed, quoi. Ils n'ont pas le bon truc. Mais je leur dis c'est bizarre ce que tu me dis. Moi, LinkedIn il est nickel, il est bien propre et tout. Mais c'est vrai qu'il y en a qui le disent. Après, dites-nous en commentaire ou quoi, si c'est votre cas, mais ça peut être intéressant d'avoir un retour. Mais c'est vrai que moi, ça m'avait surpris aussi. Je te dis, il y a des gens, ils disent LinkedIn, non, c'est un réseau bizarre, il y a des trucs machin. C'est un réseau pro. Et si tu sais maîtriser correctement LinkedIn, c'est un très très bon réseau. Ouais, bien sûr. Après, chaque réseau social a son défaut. Bien sûr. Oui, pardon, sur les anecdotes, est-ce que tu as des petites anecdotes? Donc là, tu as raconté un peu celle de Saint-Denis, la vieille maison, où c'était des enfants qui ont dû vendre un bien qui était sur des générations, donc il y avait l'émotion, etc. Est-ce que tu as d'autres anecdotes peut-être rigolotes pour dynamiser pour le divertissement aussi? Je sais pas. Sans donner de nom, bien évidemment. Non, bien sûr, une anecdote rigolote. Je cherche parce que je crois que j'aurais pu écrire un livre sur mon ancienne vie d'anecdotes, et là je pourrais aussi en raconter pas mal. Là comme ça, j'aurais pas un truc drôle qui me viendrait à l'esprit. Non, j'ai pas eu le... Tant pis, c'est pas grave. Non, peut-être mes collègues ont dû avoir déjà des anecdotes un peu... Peut-être que j'en aurai une qui va me venir plus tard, tu vois, mais... tu les mettras en commentaire. Ouais, je te mettrai en commentaire, je te dirai ça. Ok, je vais réfléchir à ça en voiture. C'est pas de souci. Non, mais c'est pas grave, mais après, voilà, en soi, on a un métier, c'est pas non plus la fête tous les jours, quoi. Enfin, je veux dire, non. C'est un quotidien. Après, il y a des anecdotes, et ça me reviendra, parce que tu rentres quand même dans l'intimité des gens, tu vois. Donc, il y a des fois des choses qui sont un peu... c'est un peu... tu sais, moi, quand j'étais étudiant, à l'époque, j'ai fait releveur de compteur électrique chez EDF.
Oui, j'imagine que tu vois J'ai des fait choses. 3 semaines, Ouais. j'ai rien vu par rapport à des mecs qui font ça tout le temps. Ouais, Et c'est vrai que des fois, tu te retrouves dans des ouais, situations. tu m'étonnes. Ouais. Je te pose la question, quoi. Oui. Je te dis, est-ce que c'est bien que j'y aille, Ouais. j'y aille pas? Ouais. Moi, je te dis, il y a plein de trucs, du très drôle. Il y a une fois, j'ai eu très peur aussi. Ouais. C'est pas le sujet, mais j'ai eu très peur. Il y a un mec connu pour fusiller et tout. Je savais pas. Le mec, il faisait peur. Mais c'est des anecdotes. Ouais. Ouais, peut-être un jour, je ferai un épisode spécial anecdote pour ceux qui sont curieux. Ouais. Du coup, tu vois, on est déjà à 1 heure d'enregistrement. Ouais. Moi, j'aime bien le format long, mais il y a une limite, malheureusement. Sinon, les gens ne nous écouteront pas à fond. Donc, je vais faire sur le 2e mini-jeu. Je vais enchaîner sur le 3e aussi. Ouais, et en fait, l'idée, c'est que c'est un vrai ou faux. Je te pose une question, tu fais vrai ou faux. Sur le vrai ou faux, tu peux... Je peux étayer la réponse. Ouais, tu peux argumenter. D'accord. Si jamais c'est un neutre ou un truc comme ça. Donc, le mandataire immobilier, doit payer une cotisation pour travailler dans un réseau. Oui. C'est pour revenir un peu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. On paye le réseau tous les mois. On paye le réseau pour justement utiliser l'outil qui nous permet de travailler au quotidien, en fait. Voilà. D'ailleurs, tu conseilles quoi? Comment choisir son réseau, en fait? C'est quoi que les critères qu'on doit faire attention pour bien choisir? Parce que IAD, c'est pas le seul. Il n'y a pas de bon et de mauvais réseau. Quand je suis parti de l'agence où je travaillais, j'ai intégré le réseau. Je connaissais même pas le réseau de mandataire. Je savais pas ce que c'était, mandataire immobilier. Okay. Et en fait, c'était par le biais d'une amie, son ex-mari qui travaillait chez IAD. On était en relation et j'ai intégré le réseau. Okay. C'est ce que je dis en fait aux gens quand tu veux te lancer dans le métier, dans l'immobilier, parce que c'est ma partie. Tu vas choisir le métier et intégrer un réseau en fonction de la personne, si tu veux, qui va te présenter le réseau. Tu auras beau aller dans un réseau qui va te proposer plus d'argent, moins d'argent, un outil meilleur que l'autre, ou je ne sais quoi. C'est le feeling que tu vas avoir avec la personne qui va t'intégrer en fait dans le réseau. Il faut être intégré. Il faut être intégré en fait. Tu as obligatoirement quelqu'un qui t'intègre en fait dans le réseau, qui te parraine et qui va chapeauter ton intégration. Tu peux pas rentrer comme ça. Non, il y a forcément quelqu'un qui t'intègre en fait. Ok. Tu peux vendre des biens ailleurs qu'à La Réunion tout en y restant. Alors, je peux recommander des clients vendeurs qui pourraient être en hexagone, par exemple, qui auraient un bien à vendre, je sais pas, à Toulouse, auprès de quelqu'un qui est dans le réseau sur Toulouse. Donc là, je vais recommander. Okay. Par contre, vendre le bien, non, je ne pourrais pas, parce que je ne serais pas, si tu veux, spécialiste du secteur sur lequel j'interviens. Tu te limites vraiment à ça, du coup. Ouais. Est-ce que dans l'absolu, tu pourrais quand même, ou c'est juste une limite que toi, tu te donnes? Tu pourrais, parce qu'il n'y a pas une règle officielle. Et là, c'est par contre la déontologie que moi, je me fixe. C'est ça, c'est que tu ne peux intervenir, de toute façon, le code de la déontologie est clair. Il faut que tu aies une expertise sur le secteur sur lequel tu interviens. C'est super important. Voilà. Bah oui, parce qu'en plus, l'immobilier, il faut quand même être attentif à ce qui se passe, parce qu'il y a des nouvelles constructions. Tu vois, s'il y a un jour, il y a un nouveau cinéma qui ouvre, c'est un nouveau centre d'attraction, donc du coup la valeur du marché va changer, etc. Donc toi tu dois être super à l'affût de ça. J'habite à Sainte-Marie, je ne pourrais pas aiguiller quelqu'un qui va acheter un bien à Saint-Pierre, je connais pas Saint-Pierre. Tu fais pas la veille dessus. Ah bah non. La commission est toujours plus basse qu'en agence traditionnelle. La commission en tant que mandataire immobilier. Ouais, c'est vrai que la question est peut-être pas ouf parce que non, mais je vois que je comprends ta question. Salarié, mais je veux dire, je gagne beaucoup plus en étant indépendant que quand j'étais en agence. Il faut pas se leurrer, une agence a des frais fixes qui sont beaucoup plus importants. Des frais de vitrine, des frais de locaux, des frais salariés, des frais de gestion administrative, etc., etc. La rémunération est moindre. Je gagne bien mieux ma vie en étant indépendant aujourd'hui que quand j'étais indépendant, que j'étais salarié. Ça, c'était le cas dès le début ou avec le temps? Ouais, tout à fait. Et est-ce que ton rôle se limite uniquement à la visite de biens? Non, alors ça c'est le cliché, justement. Bah ouais, c'est le cliché. Non, je ne suis pas là que pour ouvrir une porte. Mon rôle consiste à aider à ce que les gens soient le plus sereins, si tu veux, dans la vente de leurs biens et dans l'achat de leurs biens. Il n'y a pas longtemps, on parlait d'une anecdote, une anecdote qui m'a fait plaisir. J'ai accompagné un couple avec 3 enfants pour l'achat de leur appartement. C'était leur premier achat. Okay. Mes clients, propriétaires, vendeurs sont en métropole, ne connaissaient pas leurs biens. Donc j'ai déjà une relation avec mes propriétaires, vendeurs en métropole. À distance. Distance, visio, téléphone. Okay. Mais qui connaissent pas leurs biens, c'est-à-dire qu'ils ont acheté. C'était de la défiscalisation en fait. Ils avaient acheté sur plan. Et mes clients qui ont acheté l'appartement, c'était leur premier achat. C'est un projet d'une vie en fait. C'est un projet d'une vie et moi ça m'a énormément touché. Pour répondre à ta question, je ne suis pas qu'un ouvreur de porte. Et à visiter un bien puisque je les ai accompagnés du début jusqu'à la fin. Et du coup avec le client tu leur poses des questions sur leur histoire, du coup tu leur demandes un peu leur motivation. Tu es obligé de savoir en fait qu'est-ce que le client recherche pour voir si le bien que tu veux lui proposer en fait lui correspond. On rentre dans la vie des gens en fait. On rentre dans la vie des gens. Alors des fois moi je pose des questions qui peuvent
pas déranger, bousculer, un peu indiscrète, mais je suis obligé. Alors après, je pose des questions qui sont pas non plus cash quand même. Oui. Bon, après, la personne est libre de répondre ou pas. Exactement. Et donc ces clients-là, je les ai accompagnés et à la signature de la remise des clés chez le notaire, Madame pleurait à la fin. C'était il y a pas longtemps, c'était il y a un mois. Et je crois que c'est un des plus beaux. C'était un des plus beaux moments cette année en tout cas. La dame pleurait et à la fin, en sortant, elle m'a dit je vous fais la bise parce qu'il faut que je vous remercie. Voilà, grâce à vous, vous nous avez bien accompagnés. Dans la rue, exactement. Et moi je suis content. Tu vois, rien que ça, je suis content en fait. Rien que ça, je suis content. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, ça apporte une autre dimension parce que quand on est jeune, c'est pas des choses auxquelles on pense. Non. Et pourtant, en tant qu'humain, ça nous apporte beaucoup, quoi. C'est au-delà du métier, ça apporte beaucoup. Au quotidien, c'est l'humain qui nous fait fonctionner de toute façon. Ouais, je ressens la même chose aussi avec des clients quand je les accompagne ou des étudiants, je les vois, ils arrivent à lancer leur propre projet, etc. Donc c'est cool. Du coup, l'autre mini-jeu, c'est un oui-non. Là, par contre, t'as pas le temps de détailler. Quitte à me dire passe si jamais tu sais pas si tu veux dire oui ou non. Alors, je vais un peu les enchaîner. Vas-y. Normalement, je mets un petit chrono, mais bon, c'est pas grave. T'as compris, je suis pas quelqu'un de super dans le détail. Du coup, voilà, je vais essayer de faire quand même plus ou moins une seconde. Mais il y a 14 questions, on va essayer de toutes les faire. Ok, donc le but, c'est d'aller assez vite. Comme ça, au moins, tu réponds vraiment par instinct. Tu penses que le marché immobilier à La Réunion est plus familial qu'en métropole? Oui. Tu as déjà vendu un bien en moins d'1 mois? Oui. Tu as déjà refusé un mandat car il ne te semblait pas éthique? Oui. Tu es convaincu qu'un bon conseiller doit connaître le quartier sous le bout des doigts? Oui, obligatoire. Tu penses que les frais d'agence sont souvent trop élevés à La Réunion? Oui. Tu vérifies toujours le dossier des acheteurs avant chaque visite? Oui. Tu crois que les acheteurs favorisent de plus en plus les mandataires indépendants? Oui. Tu utilises les réseaux sociaux pour présenter tes biens? Complètement. Tu as déjà organisé une visite virtuelle d'un logement? Non. Tu as déjà accompagné un acquéreur du début à la fin, même à distance? Oui. Tu t'es déjà déplacé un week-end pour un client? Oui. Tu penses qu'on sous-estime l'importance de l'écoute dans ce métier? Carrément. Tu t'impliques personnellement dans la présentation de chaque bien? Oh oui. Tu penses que chaque mandataire devrait avoir son identité de marque personnelle? Exactement, oui. J'ai posé des questions, tu as répondu oui à tout. Non, mais c'est cool, tu vois, ça te fait une bonne non, mais c'est bonne bien. présentation. Ouais, tu vois. Ouais, c'est bien. C'est bien. Donc, c'est cool. Du coup, j'ai sauté quelques questions, mais tu vois, on va essayer de prendre encore 10 minutes maximum. Allez, vas-y. Mais du coup, on va prendre ces dernières minutes vraiment pour toi. Un peu, c'est quoi un petit peu est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu te concentres? Est-ce que tu es focus sur ce type de métier? Est-ce que tu as des projets, des choses que tu aimerais développer? Est-ce que tu peux aussi profiter de ce moment pour faire des demandes, hein? Par exemple, Anthony, l'autre fois, il avait fait une demande pour vendre son programme auprès d'entreprises, etc. C'est fait pour aussi, donc je sais pas si tu as... Je fais pas de prospection directe, moi. Je fais de la prospection indirecte. C'est de l'inbound marketing, Ouais. Je pars du principe que si les clients veulent travailler avec moi, ils viendront travailler avec moi. Je fais de la prospection indirecte via les réseaux sociaux, LinkedIn, sur Facebook, un petit peu sur Instagram, mais vraiment beaucoup plus sur LinkedIn, sur moi, sur le métier, sur des sujets bien typiques et bien précis à La Réunion aussi. Je présente mes biens que j'ai à la vente sur les réseaux sociaux aussi. En plus, toi, tu es un mandataire en plus qui... En fait, à la base, on s'est connus comment? On s'est connus, on s'est entrevus parce que je travaillais dans un hôtel à l'époque. Ouais, tout à fait. Tu étais venu faire un shooting. Exactement. C'était il y a 2 ans de ça, je crois, si ma mémoire est bonne. Peut-être moins de 2 ans, je pense, mais dans l'année 2023. Quoi. Et du coup, c'est vrai que tu vois, tu es mandataire immobilier et tout, mais tu prends le temps de te créer ta stratégie. Tu es venu, tu as payé un photographe, tu as fait des heures de shooting. Aujourd'hui, tu les utilisais, etc. Donc, ça a vu, c'est l'entrepreneuriat. C'est ce que je conseille, moi, à tous ceux qui démarrent dans le métier. En fait, on pilote notre propre entreprise. À nous de décider de ce qu'on veut faire et ne pas faire, en fait. Et tu en penses quoi, d'ailleurs? Ça peut être intéressant parce que souvent, c'est moi qui donne la parole, mais de ton avis à toi, tu sais, je croise beaucoup de gens qui ont du mal à se montrer. Et en fait, ils pensent que c'est du m'as-tu vu. Et je leur pose toujours la question... Mais si tu penses que c'est du m'as-tu vu, quand tu regardes mes posts, est-ce que c'est le sentiment que tu ressens? Et ils me disent non. Non. Parce que c'est pas fait pour, en fait. C'est juste parce que il faut qu'on... Ça dépend comment tu présentes tes posts. Toujours, effectivement. Tu pourrais très bien te présenter sur tes posts et te mettre en avant et avoir un ego surdimensionné. Et ça se voit en réalité. Ça se voit tout de suite, si c'est le cas. On fait un métier commercial. Tu es obligé de te mettre en avant. Ton produit, c'est toi, en fait, d'accord? Et après, ce que tu amènes. Mon produit, moi, au quotidien, c'est moi, en fait. Les gens ne m'appellent pas pour travailler avec moi parce que je suis mandataire chez IAD France. Ils viennent travailler avec moi parce que c'est moi, Cyril Cochot, et IAD m'amène les outils après, derrière. Donc, moi, ce que je peux conseiller, effectivement, c'est qu'il faut mettre en place
une image, il faut investir dans son image. De toute façon, quand tu es entrepreneur, tu es obligé d'investir là-dedans. Bien sûr. Ce que je disais tout à l'heure, tu as plusieurs avant de le casquettes. faire, est-ce que c'était naturel pour toi? Ou est-ce que tu étais un peu dans le même sentiment? Alors, pendant 20 ans, j'ai été en uniforme. Donc, si tu veux, pendant 20 ans, j'étais en avant dans les avions où t'es le premier qu'on regarde, en tout cas avec les autres membres d'équipage. Donc, si tu veux, cette posture-là des gens qui te voient, je connaissais. Je suis pas du genre à vouloir me mettre en avant, en tout cas, mettre en avant mes résultats, mettre en avant ce que je fais au quotidien, mais mettre en avant le métier, mettre en avant, qu'est-ce que je mets en place au quotidien pour la clientèle. Ça, par contre, oui, ça me dérange pas de le faire. Et en vieillissant, et en prenant de la maturité dans le travail, tu parlais des objectifs tout à l'heure et de ce que je prépare, c'est justement de mettre plus de communication en fait dessus, d'inverser la tendance, de montrer vraiment le métier, qu'est-ce qu'il peut apporter aux clients, comment on peut le faire et avec quels moyens derrière on le fait, la formation, les outils qu'on peut avoir à disposition. Histoire, si tu veux, de donner une autre image du métier et de montrer vraiment que notre métier est essentiel. Alors, il y a quand même des clients qui décident de vendre par eux-mêmes et c'est tout à fait normal, c'est leur choix. Mais regarde, aux États-Unis, par exemple, les ventes immobilières ne se font que par des professionnels de l'immobilier. D'accord. En France, effectivement, il y a encore trop de guerre entre les agents, les mandataires, certains qui vont se tirer entre les pattes aussi. Tu vois, j'essaye un petit peu de vouloir mettre tout ça à plat. Alors, c'est peut-être un peu utopique, j'en sais rien, mais j'aime tellement profondément mon métier. Je suis formateur aussi, donc voilà. Tu formes où ça ? Sur Saint-Paul, sur toute l'île. Et également, quand je remonte en métropole, je donne des formations aussi. Mais dans des écoles et tout Non, au sein du réseau, en fait. Donc, je forme en immobilier, en fait. On a un cursus de formation obligatoire à suivre pour respecter les obligations légales. D'accord. Et donc, moi, je dispense les formations, en fait. D'accord, voilà. Ok. Ouais. Très bien. Et justement, pour revenir un peu à cette histoire de communication, d'image, etc., est-ce que, du coup, tu penses vraiment que si tu n'avais pas fait cette démarche-là, est-ce que aujourd'hui, comment ton business serait ? Enfin, est-ce que c'est dur à répondre, mais non, mais je comprends ce que tu veux me dire. C'est un vrai impact, je pense quand même. Bien sûr, c'est un impact. Mon business, peut-être que oui. Pour que les gens comprennent un peu vraiment l'intérêt de le faire. C'est pas vraiment juste regarder comment je suis beau, comment je. J'ai pas fait j'ai dû faire en bientôt 10 ans de travail 2 fois, 3 fois de la prospection physique. Prospection physique, c'est-à-dire aller taper aux portes des particuliers qui ont des maisons, des appartements pour leur proposer mes services. Ça, j'ai dû faire ça 2-3 fois. J'ai décidé d'aller à contre-courant de ça, puisque c'est pas quelque chose qui me plaît, je n'aime pas ça, et donc faire plutôt de la prospection digitale, et donc faire de la communication sur mon métier, sur ce que je propose. On est tous les jours sur les réseaux sociaux, sur les téléphones portables, et j'essaie de répondre à des questions que les gens pourraient se dire, tiens, j'ai une problématique aujourd'hui succession, hop, je fais un post, quelle est la problématique succession, qu'est-ce que je peux apporter comme solution. Donc, tu es obligé de te mettre en avant, tu es obligé d'avoir, si tu veux, un canal de diffusion qui soit bien en place. Après, obligé non, parce que souvent les gens sont justement bloqués par cette notion d'être obligé d'eux. Il faut faire un truc qui te plaise avec le cœur. Ça dépend des objectifs, encore une fois. Exactement. Moi, par exemple, je suis transparent avec tout le monde. Mon objectif, moi, sur LinkedIn, c'est d'être parmi les ceux qu'on connaît, quoi. Tu vois parmi, y avoir une autorité dessus. Donc, effectivement, si mon objectif est de là, oui, je suis obligé de passer par là. Maintenant, si c'est pas ton objectif et que tu veux faire juste divulguer des informations, t'es effectivement pas obligé à T'as forcément un objectif de notoriété après derrière, de toute façon. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mon objectif, moi aussi, c'est aussi un objectif de notoriété. C'est un objectif de démocratiser un petit peu le métier et de faire tomber certaines idées reçues, et aussi également de gagner en notoriété et d'être reconnu. Mais après, on va basculer dans le sujet de l'ego. J'ai pas un ego qui est surdimensionné et je prétends pas devenir demain le meilleur et le plus beau dans le domaine. Bien au contraire. Mais si je peux, moi, à mon niveau, faire en sorte que le métier ait une réputation qui soit bien, d'apporter ma petite pierre, si tu veux, à l'édifice, c'est très bien. Mais également aussi gagner en notoriété, bien sûr. Sinon, on s'afficherait pas sur les réseaux sociaux et sur d'autres modes de communication. Est très tourné vers ça et ça se voit. Tu varies beaucoup. C'est pas que des biens que tu mets en avant. Non. D'ailleurs, tu mets pas tout le temps tes biens, tu mets juste les coups de cœur. Ouais. Et c'est vrai que tu donnes de l'information, quoi. Ouais. Tu vois, tu donnes l'information, ça c'est intéressant. Avant de terminer le podcast, est-ce que tu as une dernière chose à dire qu'on n'a pas forcément c'est un métier, si on en revient à ce que tu me disais au début, c'est un métier où on ne voit pas le temps passer. D'accord. C'est un métier où tu rencontres des gens qui sont extraordinaires, des gens qui le sont moins parfois.
Ok. mais qui t'apprennent aussi beaucoup de choses. Même moi, avec les gens avec qui ça se passe mal, m'apprend beaucoup de choses. Parce que ça me permet de modifier certaines façons de penser, mon caractère aussi après derrière. C'est un métier où tu ne vois pas le temps passer, où tu te formes continuellement, où tu apprends plein de techniques régulièrement. C'est un domaine qui existera toujours, puisque l'immobilier, de toute façon, c'est un domaine qui bouge, de toute façon. C'est un domaine qui bouge. Tu peux le faire où tu veux. Tu peux travailler dans un espace de coworking, tu peux travailler de chez toi, tu peux travailler à l'extérieur. Si demain tu veux aller travailler ailleurs, en France, en Europe, tu peux le faire aussi. C'est un métier qui existe et qui existera encore très longtemps. Super. À nous, justement, de faire en sorte qu'il puisse durer le plus longtemps possible et le mieux possible. Magnifique. Et du coup, est-ce que tu as quand même, je le demande assez souvent, je sais pas si je le fais à chaque fois, mais une phrase, une conviction vraiment qui te porte? Une conviction? Ou une phrase, tu vois, moi par exemple la mienne, ma phrase à moi, c'est que Dieu ne nous mettra jamais d'obstacles que nous ne pouvons surmonter. Et moi je le prends bien pourquoi? Parce que, alors j'utilise ce que l'expression c'est Dieu, mais après qu'on soit religieux ou pas, c'est pas le problème, mais je veux dire le destin ou quoi, peu importe si on y croit, on n'y croit pas, mais les obstacles qu'on a devant nous, s'ils sont là, c'est qu'on est capable de le surmonter. Donc même si c'est dur, même si c'est machin, on sait qu'on va pouvoir y passer. Donc au moins ça me permet, tu vois, de pas avoir peur de certaines choses. Tu sais, moi, en vrai, ce qui est cool avec cette philosophie-là, c'est que j'ai rarement peur. Enfin, tu vois, le truc qui me fait le plus peur, c'est en lien avec mon fils ou ma famille, par rapport au côté santé, etc. Mais le reste, franchement, j'ai pas de peur, tu vois. Parce que je sais que je pourrais toujours surmonter les obstacles. Donc ça, c'est le mien, par exemple. Et le tien, ça serait quoi? J'aurais envie de te dire, j'ai pas forcément un mantra qui me guide au quotidien, mais si on doit résumer un petit peu tout ça, j'aurais envie de dire... pas de faux semblants, juste de la transparence, quoi. Ouais, ça c'est vraiment un truc qui t'a apporté et qui était super important. Au quotidien et dans le métier. De vivre des choses en fait, parce que quand on se cache trop, qu'on se bride trop, quand on n'est pas vrai, en fait on se permet pas de vivre des choses intéressantes. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vrai que c'est un peu la notion du yes man. C'est pas dire oui à tout, mais le fait d'être dans l'authenticité, dans le vrai. Je trouve que ça apporte des opportunités, des moments de vie quand même super intéressants. Les gens ont besoin d'authenticité. On a besoin d'authenticité. T'as pas envie d'avoir en face de toi quelqu'un qui va avoir un sourire commercial et qui répond oui à tout ce que tu vas lui dire. Et c'est là où moi, justement, j'essaye vraiment de m'accrocher à ça. C'est que en rendez-vous avec mes clients et les clients que j'accompagne au quotidien, je mets les formes. D'accord, je suis pas non plus cash, mais pas de faux semblants. Je suis pas là pour plaire, je suis là pour les aider, justement, pour répondre à des problématiques. Je vais pas être là pour inventer à prix, pour gagner les faveurs de mon client dans l'idée de mettre un joli bien en vitrine après derrière, tu vois. Non, mais c'est cool, et c'est ça qui te permet aujourd'hui d'être épanoui dans mon travail. Et puis performant aussi. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a la fâcheuse tendance à se dire que si on est full commercial, c'est là qu'on va faire plein de ventes, mais en fait, pas forcément. Si on est authentique, on fait tout autant de bénéfices et on profite tout autant. Mon métier, c'est 70% d'humain et le reste, c'est du commercial et de la technicité. Si tu es humain et que tu es vraiment sincère dans ce que tu fais, c'est un métier dans lequel tu peux réussir. Et au-delà de ça, le fait de continuer à être humain, ça te crée des opportunités. Aujourd'hui, tu n'es pas là pour vendre un bien. Aujourd'hui, tu es là pour discuter avec moi, pour échanger, pour parler un peu, voilà, essayer de développer certaines choses. Et au final, ça nous a apporté aucun argent. Moi, ça m'a fait même perdre de l'argent. Mais je veux dire... Au moins, ça nous a apporté de la valeur, en fait. Ça nous a apporté des solutions. On partage, en fait. Tu t'enrichis, en fait, de tes idées, toi, des miennes, on échange. Ça va aider certaines personnes aussi, peut-être à y voir plus clair sur certaines choses aussi. Et puis, c'est là où le côté humain est intéressant, en fait. Bien sûr. Il n'y a pas que le business, en fait, tu vois. Il y a le business, notre travail et tout ce qui gravite après autour, en fait. Tu as vu que quand on discute ensemble, on s'en fiche un petit peu du comment l'autre fait son business. C'est vraiment juste, est-ce que tout va bien? Oui, bah ok, nickel. Il n'y a pas de curiosité malsaine derrière à essayer de comprendre comment tu as fait tel ou tel truc, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et c'est vraiment ce monde-là que moi, j'ai découvert en tant qu'entrepreneur et qui m'a donné envie aussi de faire ce podcast. Et je pense qu'on le voit à chaque épisode, c'est toujours la même chose. On ressent tout de suite ce côté. Du coup, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie, Marc, avec plaisir. C'était... J'ai fait 1h10 de route, ça va, c'est pas le bout du monde. Ça va. Mais après, bon, là où on tourne, on a eu le petit coup de barre, ça peut arriver, mais c'est pas très grave, tu vois, avec la route et tout. Mais écoute, bon retour à toi. Merci Marc. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir accueilli ici et merci à Lucas aussi de nous avoir... je sais pas si un jour il viendra à l'écran celui-ci, mais c'est encore autre chose. Mais du coup, merci beaucoup. J'en profite, merci à Trapez Studio. Comment tu trouves le lieu du coup? J'adore.
Ouais, c'est vrai que J'adore. tout le monde le dit. Et Donc c'est ce ça, que je disais au début, il y a des petites pépites sur l'île et Ouais, bah, il faut les connaître. celle-ci en fait partie. Ouais, donc moi, j'hésite vraiment pas à le mettre en avant. Ouais. Donc Trapez Studio, merci encore beaucoup Ouais. sur ce qu'ils font, le setup qu'ils nous proposent et tout. C'est toujours efficace. Vous voyez en qualité d'image, en qualité de son, enfin tout est nickel. Merci aussi du coup à Novacom Agency, donc l'agence de com, qui nous accompagne aussi sur le projet. Et donc j'ai ouvert aussi du coup les sponsoring. Donc si vous êtes un entrepreneur, une entreprise, une association qui souhaite sponsoriser l'émission, alors elle est toute jeune, donc effectivement je peux pas encore vous promettre, et je suis en toute authenticité et transparence, je peux pas encore vous promettre un certain nombre de vues, etc. Mais si c'est un projet et si moi-même vous me faites confiance, en tout cas sachez que j'ai vraiment beaucoup d'ambition dessus. Vous voyez exactement comment ça s'est passé avec Cyril et ça va être tout le temps comme ça. Donc il y a vraiment toutes ces valeurs-là qui vont être diffusées. Donc voilà, venez participer à toute cette aventure, ça me fera vraiment plaisir, ça va aider à tout le monde et puis on va pouvoir créer du contenu super efficace et sur du long terme. C'est surtout ça le plus important, c'est que moi, je veux que ça dure longtemps. Je veux faire 2, 3, 4, 5, 6 saisons s'il faut. Vraiment, je veux pas m'arrêter pour l'instant. Donc ça, c'est super chouette. Et donc voilà. Mais écoutez, merci beaucoup de votre écoute et de votre visionnage pour ceux qui sont sur YouTube. Encore un nouveau merci pour toi, Cyril. Avec plaisir. Présent. Merci Marc. Du coup, est-ce qu'on peut te retrouver sur LinkedIn, sur Facebook, Cyril Cochot. et même sur ceux qui regardent la télé, hein, tu m'as dit tout à l'heure, tu fais aussi des émissions télé. Bon, voilà. Sur Réunion la première. Voilà. Bon, t'inquiète. Voilà. Mais bon, ça peut être un sujet intéressant. Tu vois, plus en profondeur sur le métier, tu vois, sur les situations. Donc voilà. Mais écoutez, merci beaucoup à tous. Et puis, voilà. Bonne fin d'émission. Et puis, bonne continuation à tout le monde. Hein. Allez, à bientôt. Salut.